5 heures, il est 5 heures, nous sommes le 5e jour du 5e mois de l'année. Bienvenue dans cette e-conférence, cette e-plénière. Merci à Stéphane Jache, actuel dauphin PDS de la section d'Agen Lot-et-Garonne pour cette musique d'enfer spécialement conçue pour nous. Cette e-plénière sera réalisée essentiellement, il faut se le dire, par des Aquitains ou des néo-Aquitains. Dauphin, PDS, section plénière, je crois que je viens de faire plus ou moins un bingo au CJD. Pardon pour ceux qui ne font pas partie du CJD. Il y a quelques acronymes, effectivement. Désolé. Mais bon, vous allez voir. Là, tous ensemble, pendant une bonne heure et demie, tout va être très simple, tout va bien fonctionner. Non, vous vous êtes pas gouré, vous êtes vraiment au bon endroit. Alors aujourd'hui, on va invoquer l'esprit de Pangloss. Vous vous souvenez de Pangloss? Oui, au lycée, on nous forçait à lire Candide. Eh bien, dans Candide de Voltaire, c'était le sage professeur Pangloss qui, bien que taxé d'éternel naïf, fait le pari de voir et de trouver le meilleur dans le pire des mondes possibles. Alors bien sûr, cette invocation sera réalisée dans des conditions particulièrement étranges. Bon, en visio, quoi. Enfin, on va invoquer Pangloss en visio, et pourquoi pas, on est en 2020. C'est un moment étrange aussi, car on vit un moment capillaire assez exceptionnel quand même, faut bien se le dire. On voit les intérieurs de chacun, c'est assez cocasse parfois. On voit des enfants passer derrière nous parfois, c'est rigolo. On voit du linge séché, enfin bref. Le truc, c'est qu'on se demande même plus où on est, hein. On sait où nous sommes les uns les autres, c'est bien. On a juste toujours un petit doute, celui de savoir si on porte quelque chose en dessous, en bas. Bon, moi, je vous le dirai pas, hein, ça sera la surprise. Néanmoins, j'ai l'impression qu'on est tous un peu des hommes troncs, des hommes et des femmes troncs, en fait, depuis quelques semaines. C'est assez étonnant. Ça va faire bizarre après de se remettre des choses en dessous. Bref, la bonne distance, ça repose sur une bonne connexion. Celle des réseaux sociaux, bien sûr. C'est celle grâce à laquelle nous sommes réunis aujourd'hui. Mais c'est aussi celle du Centre des jeunes dirigeants, le CJD. Cette connexion entre les JD ne s'est jamais distendue pendant la période de confinement. Mais la connexion, c'est aussi des tuyaux. Mais ouais, satanés tuyaux, satanés charges sur nos fibres. Alors, il y aura peut-être quelques accros durant ce moment qu'on va passer ensemble. L'image et le son seront fatalement un tout petit peu dégradés. On aura peut-être l'impression qu'on sera sur BFM, le contenu en plus, bien sûr. Bon, bref, merci pour votre bienveillance, voire même vos encouragements. Oui, évitez dans les commentaires de nous faire du « Ouah, c'est relou, ça marche pas, mais courage les gars, c'est sympa quand même d'essayer, c'est top » ou du ça lag, faites gaffe un peu, mais du merci les gars, je vais quand même vérifier chez moi si c'est peut-être pas ma connexion aussi. On essaye tous un petit peu. Durant toute cette e-conférence, vous pourrez poser vos questions dans le fil des commentaires et une fine équipe les scrutera. Donc, je remercie Jean-Pierre à Bruges, près de Bordeaux, et merci à Arnaud à Tarbes, merci à Géraldine, également à Gontaud de Nogaret, c'est très joli, près de Marmande, et c'est Nicole qui les posera pour vous. C'est elle qui sera l'interface, elle qui est connectée à Biarritz. Merci à toute la super équipe qui a préparé ce moment dans des temps franchement assez courts. Merci Sylvain qui à Poitiers assure la réalisation et la bonne diffusion. Merci à nos invités, merci à vous d'être là. Juste avant de démarrer, je vous donne un tout petit peu le menu. Vous vous êtes bien rendu compte que ce petit monologue, ça vous permettait tous d'arriver dans la e-conférence, bien sûr, parce que c'est quand même pas pour moi que vous êtes là, j'en ai bien conscience. Merci. Et je rappelle également qu'il est 5h05, quasiment le 5e jour du 5e mois de l'année, et que vous êtes 555 à être inscrits. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt bien encourageant. A priori, toutes les étoiles sont bien alignées. Je vous présente juste rapidement, alors on les voit peut-être tous en mosaïque, il y a l'amiral Lajoux, ils vont tous vous faire un petit coucou, il y a l'amiral Lajoux, il y a Anne Durour, la présidente de la région Aquitaine, il y a Nicole Roux-Radulovic, la présidente de la section Pays Basque, qui sera votre interface tout à l'heure. Elle récupérera vos questions et puis elle les posera donc à nos invités. Anne va commencer juste après. Ce sera le mot du CJD par la présidente de région. Puis nous surferons la vie et les aléas des connexions avec Joël de René. On a enregistré une interview, un entretien avec Joël il y a 2 jours. Et on vous proposera cet entretien. Il n'a pas pu être des nôtres en direct. Et puis après, on dialoguera tous ensemble avec l'amiral Lajoux. Ce soir, c'est pas le CJD qui prend la mer, c'est la mer qui prend le CJD avec nos 2 intervenants. Et là, c'est vrai que c'est un petit moment assez étonnant, parce que si on était en plénière, bon, a priori, je serais sur scène, sur l'estrade, je verrais quelques petits regards bienveillants, quelques petits rires, quelques applaudissements pour m'encourager à « Ok, t'es un peu lourd, on veut pas te voir toi », mais… Et en fait, là, je vois personne, c'est un peu une des limites de la visio.
parce qu'en fait, on se voit pas vraiment, puis on se voit pas vraiment dans les yeux d'ailleurs. Là, je regarde le petit truc à côté du signal qui me dit que la caméra est branchée. C'est pas évident, c'est la limite. Merci de votre bienveillance, sans complaisance. Anne, merci beaucoup à la région de nous proposer de vivre ce moment ensemble à distance. C'est à toi, Anne. Vas-y. Anne? Oh. Alors, il faut remettre le micro en revanche. C'est à moi, à moi. Bonsoir. Ben oui, Anne. On m'entend. On t'entend, Anne? On t'entend bien? Bonsoir. Je m'appelle Anne, j'ai 36 ans. Je suis super positive et ultra optimiste. Et je crois pouvoir vous annoncer une bonne nouvelle. Je suis celle que vous cherchez. Qu'est-ce qu'elle nous fait là? Alors, j'ai une grande expérience et dans tous les domaines artistiques, je suis capable autant de chanter du Jacques Brel que du Bob Marley en passant par Maria Carey et même la chanteuse, la brune, là. Ouais. Celle qui chante super bien. Bref, je suis faite pour ça. Je suis faite pour vous. Anne, il faut quand même que... Pour la danse, concernant la danse, c'est votre jour de chance. Plutôt que de vous faire des grandes paroles, je crois que le mieux, c'est encore que je vous en fasse la démonstration. Mais Anne! Oh Anne, tu fais quoi là? Ça va pas? Je reçois plein de mails, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que tu fais? Mais je donne tout là, Éloi. Arrête de me déranger. Tu vas tout me faire rater là. Je vais pas être retenue à cause de toi. Ouais, enfin, je suis pas vraiment sûr que les 555 personnes qui sont inscrites soient vraiment venues pour ça quand même. Hein. Tu penses pas? Mais ils m'ont convoqué quand même. Plus ou moins, mais enfin, c'est surtout toi qui les as convoqués et pour nous parler d'optimisme, d'être positif dans la vie. Non, Éloi, je crois que tu te mélanges les pinceaux là. L'optimisme, c'est demain, c'est mardi. Oui, bah, c'est mardi, oui. Mais enfin, mardi, c'est maintenant mardi, c'est aujourd'hui mardi. Mardi, on est mardi. Là, tu vas te faire bien déchirer, hein, je peux te dire. Et ouais. Ok, on est mardi, hein. On est mardi, donc tout va bien. Tout va bien. Tu me donnes quelques secondes, s'il te plaît? Bah, de toute façon, au point où on en est, hein, tout va bien, hein, pas de souci. Vas-y. On rêve. Désolé. Hein. Bonsoir Éloi, bonsoir à tous et bienvenue au CJD. Nous allons ce soir partager avec vous un peu de notre vision optimiste du monde de demain. Et vous prouver que, comme le disait Blaise Pascal, le pessimisme est affaire d'humeur et l'optimisme est affaire de volonté. Alors qu'est-ce que le CJD? Le Centre des jeunes dirigeants, que l'on appelle communément le CJD, est le plus ancien mouvement patronal de France. C'est une association indépendante et non partisane qui existe depuis plus de 80 ans. Sa mission, depuis le lancement, est de mettre l'économie au service de l'homme, et non l'inverse. Pour cela, il réunit des dirigeants de tous âges, de tous secteurs économiques, en France et dans le monde entier, dans l'objectif de les accompagner dans leur quotidien pour les amener à contribuer à un avenir plus juste pour tous. Au CJD, nous venons nous former pour partager nos expériences, nos succès, nos échecs, pour apprendre des autres, pour rompre la solitude du dirigeant. En adhérant au CJD, nous repartons à l'école du dirigeant. Toutes nos actions sont portées par 4 valeurs fondamentales qui nous suivent depuis des décennies et qui nous rappellent quotidiennement pourquoi nous sommes là. La première valeur, c'est la responsabilité. En recherchant la pérennité de nos entreprises et des emplois qu'elles représentent. En ayant la vision des conséquences de nos actions dans le temps et dans l'espace. En contribuant au bien commun de l'humanité. La deuxième valeur, c'est la solidarité. À la fois à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise, mais aussi à l'intérieur et à l'extérieur du CJD. La troisième valeur, c'est la loyauté. Vis-à-vis de nos salariés, de nos actionnaires, de nos clients, mais aussi de nos fournisseurs. Et c'est aussi entre nous, adhérents du CJD. La quatrième valeur, le respect de la dignité humaine. En luttant contre la discrimination et l'intolérance. En prenant le droit à l'erreur, car c'est ainsi que nous nous améliorons. Et en favorisant un juste équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Alors, que fait le CJD pour accompagner ses adhérents? Dans la situation actuelle, le CJD s'appuie sur ses piliers pour accompagner ses adhérents dans leur questionnement et le pilotage de leur entreprise. Quelques exemples parmi d'autres. Le premier pilier, réfléchir pour anticiper. Par exemple, 1 à 2 fois par semaine, le CJD France propose une émission en direct sur sa page Facebook, accueillant des experts et des dirigeants pour décortiquer les dispositifs, partager les bonnes pratiques et répondre aux questions des auditeurs. Le deuxième pilier, se former pour progresser. Des formations courtes sont proposées 2 à 3 fois par semaine en accès gratuit pour tous les adhérents. Le troisième pilier, expérimenter pour innover. Des guides d'accompagnement sont créés et mis à disposition des adhérents et du grand public sur le management, l'intelligence collective ou l'animation de réunions à distance. Vous pouvez d'ailleurs tous les retrouver sur le site acteursduchangement.cjd.net. Le quatrième pilier, s'engager pour influencer. Des tribunes sont rédigées régulièrement par le CJD France pour diffuser nos propositions. Et le cinquième et dernier, développer pour pérenniser. Une veille législative est synthétisée et actualisée chaque jour par l'équipe salariée du CJD France et une base de données techniques et juridiques est mise à disposition de tous. Alors, quelle vision avons-nous pour demain? En étroite collaboration avec d'autres réseaux d'entrepreneurs engagés, le CJD France a pris récemment une position proactive sur l'avenir. Au CJD, nous considérons que la sortie de crise ne se fera pas au détriment de la transition énergétique et de la justice sociale. Nous sommes prêts à nous transformer. Nous devons en finir avec les certitudes du passé. La crise actuelle nous interroge tous sur la société que nous souhaitons pour demain. Nous sommes face à une responsabilité, mais aussi une opportunité inédite, celle de transformer profondément nos modèles, limiter nos impacts environnementaux, œuvrer pour plus de solidarité et de cohésion sociale. Les questions de climat-énergie, d'économie circulaire, de lutte contre le gaspillage, de mobilité, de justice et d'inclusion sociale y contribuent pleinement. Nous ne souhaitons pas de retour en arrière sur ces chantiers d'avenir. La RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, est une réponse pertinente à l'urgence environnementale et sociale. De nombreuses entreprises y sont engagées depuis des années et cherchent à renforcer leur contribution positive à plus grande échelle. D'autres en prennent le chemin, conscientes de la nécessaire transformation de leur structure. Question de sens, de pérennité, mais aussi de performance. Nous n'acceptons pas l'argument de la RSE comme un frein possible à la reprise des entreprises. Tout prouve le contraire. Elle est un formidable levier d'innovation, de coopération et d'emploi. Au-delà du fond, c'est aussi la forme qui est à revoir. Alors que certains croient bon de faire subsister la culture du secret, nous sommes des milliers de dirigeants à considérer que des enjeux aussi sociétaux que la transition écologique nous imposent une transparence accrue et un dialogue social constant. Face à des questions aussi fondamentales, pour notre avenir commun, l'intérêt collectif doit l'emporter et la transparence devenir norme. Alors, du positif et de l'optimisme, quelques exemples concrets. Malgré une morosité ambiante pesante, le CJD garde son optimisme et agit sans attendre. Ses adhérents apprennent à rebondir et à réinventer leur modèle. Certains lancent même des initiatives altruistes et solidaires qui les poussent à renforcer leur vision du monde. C'était ainsi que Julien, dans l'entreprise installée au Hayan, a détourné l'usage de ses imprimantes 3D pour fabriquer des visières de protection qu'il a offert aux soignants. C'est aussi l'exemple de Nelly, dirigeante à Gradignan, fabricante de produits de beauté, qui a décidé de proposer gratuitement des crèmes hydratantes au personnel de plusieurs cliniques et hôpitaux nationaux. Enfin, c'est Simon, alors qui a reversé une partie des recettes de la vente de ses produits textiles au bénéfice des personnels soignants. Je terminerai avec quelques chiffres issus du baromètre de l'emploi, réalisé chaque semaine auprès de nos adhérents dans toute la France. 60% d'entre eux, 78% d'entre eux témoignent d'une continuité de leur activité économique. C'est une tendance en hausse constante. Et 23% envisagent même un ou plusieurs recrutements dans les jours et les semaines à venir. Tout ça, c'est le CJD. C'est le CJD que j'ai intégré par curiosité il y a 9 ans. C'est aussi celui pour lequel je me suis engagée depuis. C'est enfin celui qui me porte, qui m'enthousiasme, qui me pousse à me dépasser et à toujours voir le monde des possibles. Pour clôturer, je remercie de tout cœur l'équipe de gentils bénévoles qui a participé à construire cette soirée inspirante et dont a parlé Éloi tout à l'heure. Pour commencer, Jean-Pierre, pour son initiative et son pilotage sans faille, qui a su rassembler ce petit monde autour de lui.
Éloi, pour son animation au top, sans laquelle ce projet n'aurait pas vu le jour, qui apportait le fond autant que la forme. Nicole, pour sa sérénité et sa capacité à apaiser les esprits, au moins le mien, que nous avons à l'unanimité porté et volontaire pour jouer la rapporteuse ce soir. Géraldine, pour ses idées folles et son dynamisme, qui a adoré remettre en question nos décisions, et c'était parfois bien nécessaire. Enfin Arnaud, pour ses conseils avisés, et dans le mur arrière, vous comprendrez plus tard, nous a appelés au voyage pendant nos nombreuses visioconférences de préparation. Sans oublier nos alliés de taille, Sylvain à la technique, qui va tout gérer ce soir du fin fond de la Vienne, c'est comme si on y était, et Stéphane à la musique, qui nous a offert son talent en composant les sons que vous écoutez ce soir. Je vous souhaite à tous une très belle conférence. Apprenons ensemble à devenir ou redevenir positifs et optimistes. Merci beaucoup Anne, merci, bravo. Ouais, oui, on voit l'amiral qui, qui applaudit, mais sans le micro. Bravo Anne, merci, félicitations pour le tutu également, le coup du tutu. On a vu aussi qu'il y avait quelques petits problèmes de lag et de connexion, mais ça on l'a dit au début, on t'en excuse, et donc merci de votre bienveillance dans les commentaires, c'est super sympa. C'est normal, c'est tout à fait normal, les connexions chez chacun, et ben, ça varie en permanence. Voilà, je le dis et je le répète. Amiral, alors Anne, je vais te demander de couper ton micro, et Amiral, je vais vous demander de rouvrir votre micro. Voilà. Bonjour Amiral. Bonjour. Le CJD, vous le connaissez, et vous le connaissez même bien. On se souvient de vous au Congrès de Lille, je crois, en 2014. Alors d'ailleurs, c'est un congrès plutôt sympa pour les Aquitains, c'est un bon souvenir a priori. Les compagnies de CRS aussi se souviennent du côté de Poitiers, je crois, justement. Le CJD, pour vous, c'est quoi, vous qui le connaissez bien? C'est une fantastique, c'est un très bel équipage. Je serais parti au bout du monde avec cet équipage-là, parce que c'est un équipage qui a pour ADN l'optimisme, mais pas l'optimisme BA, l'optimisme qui permet de rendre possible les choses qui paraissaient impossibles. Et donc j'adore. Bon, le confinement, donc là on est en plein. Moi, on m'a soufflé dans l'oreillette que vous étiez assez organisé. Vous aviez des temps de connexion familiale, j'entends, pas tous ensemble sur les plateformes vidéo, par exemple. Donc, je voulais juste vous rassurer, à 19h, c'est vraiment fini, là. Vous pourrez rassurer votre famille. C'est une période que vous vivez de quelle manière en ce moment? Je la vis très, très positivement. Pourquoi? Parce qu'elle me rappelle des beaux souvenirs de longues périodes passées à la mer, une forme de confinement un peu particulière, où pendant des mois, on est privé des siens, loin de sa famille. On doit travailler dans un environnement très particulier qui est celui d'un bateau, qui est secoué parfois par des vagues de 15-17 mètres, et donc c'est un peu périlleux. Puis à d'autres moments, il fait très beau, et on doit vivre ensemble, travailler ensemble. Et donc, oui, j'ai gardé comme réflexe de rythmer le temps. Les marins, ils vivent au régime du quart par tiers. C'est joli comme expression, le quart par tiers. Tout à Alors, l'heure, c'est quoi, Éloi, en fait? on se disait que il y aurait plein de vocabulaire à prendre ce soir. Alors, c'est quoi le quart par tiers? Faire le quart, Q-U-A-R-T, c'est tenir un poste quelque part dans le bateau. Être de quart. Et donc, on est à la machine si on est mécanicien, dans les centrales électriques si on est électricien, on est à la cuisine si on est cuisinier, on est aux centrales opérations si on est détecteur, sonar ou radar. Les sonars, c'est pour voir sous l'eau et les radars, c'est pour voir dans l'air. On est au PC télécommunications, au centre de télécommunications, à la passerelle, c'est le poste de pilotage, ou dans la zone hélicoptère. Et donc, un bateau, ça tourne avec 3 équipes. C'est la particularité des marins, c'est les 3-8 modes maritimes. Le bateau, il tourne 24 heures sur 24 pendant des jours et des jours. On fait parfois des patrouilles de plus de 40 jours de mer avant de faire une escale de 4 ou 5 jours pour ravitailler, souffler et repartir et réparer ce qui doit être réparé. Et donc, le quart par tiers, ça permet de durer très longtemps. Mais nous, les marins, on sait qu'il y a une chose qui est redoutable, qui est un poison absolu, c'est la routine. Parce que dans la routine, on finit par se flétrir, plus faire attention, et c'est là qu'arrivent les accidents.
les chefs d'entreprise que vous êtes savent que c'est toujours sur le trajet entre le domicile et le travail, ou le travail et le domicile, qu'on fait toujours de la même façon, aux mêmes heures, où on finit par plus faire attention, croire qu'on est autorisé à utiliser son téléphone, et patatras, l'accident arrive. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus assez vigilant. Et donc, il faut jamais se laisser prendre dans la routine. Et c'est pour ça qu'on a inventé le quart par tiers dans la marine. On a divisé la journée très subtilement pour ne jamais faire le quart à la même heure. C'est ainsi que la première équipe fait le 0 à 4, la deuxième va faire le 4 à 8, la troisième le 8 à 12, les 12 premières heures de la journée sont passées. La première va faire le 12-15, la deuxième le 15-18, la troisième le 18-20, et donc la première fera le 20-24, mais chaque fois, ça va tourner, donc on fera jamais le quart à la même heure. Pour pas être un spécialiste du 0 à 4, le cœur du milieu de la nuit, qui est très particulier. Voilà, et ça c'est très important. Et puis physiologiquement, on a vu qu'on durait longtemps comme ça, parce qu'on ne fait pas les choses à la même heure, mais on fait toujours ce qu'il y a à faire. Et puis, comme le temps est quelque chose de très important, quand il y a plus de pression opérationnelle ou de danger, on passe par bordée. Et là, c'est 2 fois 6 heures. Mais on sait qu'au bout de 8-10 jours, les gens seront fatigués et que le risque d'accident ou d'erreur peut venir très vite. Ensuite, quand vraiment on est au cœur du danger, du combat, il faut rappeler l'équipage au poste de sécurité. Et ça peut durer 48-72 heures, mais après, ça se passe pas bien. Donc, le rêve du marin, c'est quand on passe par demi-bordée. Demi-bordée, c'est 4 équipes. Et là, une nuit sur 4, le marin peut dormir une nuit complète de 8 heures. Ça, c'est son rêve. On appelle ça chez les marins la nuit du musicien. Entendre la nuit du ronfleur. Mais alors, enfin, on va pas non plus épiloguer sur le confinement, mais en période de confinement, ça veut dire que vous faites quoi de minuit à 4 heures, par exemple? Eh ben, parfois je dors, et puis parfois je ne dors pas, je regarde une vidéo ou j'écoute de la musique sans la mettre trop fort avec un casque pour pas empêcher les gens autour de moi de dormir, parce que je suis dans un immeuble parisien en ce moment. Bon, j'ai la chance d'être dans un appartement de bonne taille et j'y suis tout seul avec Sylvie. Sylvie, c'est mon âme sœur, hein. Je l'ai connue sur les bords du bassin d'Arcachon, elle avait 5 ans, j'en avais 6, on est tombés amoureux et ça kiffe toujours autant entre nous. On a 44 ans de mariage cette année, et donc on est tous les deux petits vieux. Moi j'ai 65 ans, hein, donc il faut faire gaffe, il paraît. Mais on est très heureux, ça se passe très bien. Et alors, on a des rituels familiaux. On fait des zooms, on fait l'apéro du dimanche. Ça, c'est très précieux. Et là, nos 3 filles qui sont chacune installées dans un appartement quelque part dans Paris, 2 d'entre elles sont mariées, on a 5 petits-enfants. Et donc, on se retrouve tous et on fait une grande fête par vidéo interposée. Et puis, le reste du temps, on peut s'échanger des trucs. Donc, on maintient le lien familial. On n'est pas loin les uns des autres pour s'aider, puisque malheureusement, une des familles a été touchée par le Covid. Heureusement, sans que ça soit trop grave. C'est une petite qui a ramené ça de l'école au tout début. Et donc, il y a eu une semaine un peu dure. Du coup, on était concentrés autour de ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça se passe bien pour les aider? Et donc, on a toujours une occupation. Et puis, je dois dire que depuis le début du confinement, moi qui suis un conférencier, je fais à peu près 80 interventions chaque année au total, auprès de différents publics, principalement des dirigeants. Et bien là, je dois passer à peu près 5 à 6 heures par jour, comme ce soir, en visio. Donc ce matin, j'ai eu un groupe du CJD qui s'appelle le Comité Bienveillance. Ils étaient une dizaine. Ensuite, j'ai passé 2 heures avec un autre groupe, qui sont un groupe de dirigeants dans une association du Nord. Et puis là, ce soir, je suis avec vous, donc je vais avoir fait mes 6 heures syndicales de visio journalier. Quasi. Bon, Amiral, on se retrouve juste après. Là, on va regarder un entretien qu'on a enregistré avec Joël de Ronet. Et puis, on continuera, bien sûr, et on va rentrer vraiment dans la thématique de l'optimisme qui nous réunit ce soir particulièrement. Donc, on se retrouve juste après. Sans être désobligeant, je vous propose de vous remettre sur mute. Avec plaisir. Alors, voilà, nous vous proposons maintenant de suivre un dialogue enregistré avant-hier avec Joël de Ronet. Joël de Ronet, je vous le recontextualise, si je puis dire. Il est président de Biotics International, conseiller du président d'Universcience, Cité des sciences et de l'industrie, Palais de la découverte notamment. Il est biologiste de formation. Ses livres sont tous des best-sellers. Je citerai par exemple juste Le Macroscope, Surfer la vie, 2020, Les scénarios du futur, L'homme symbiotique. Et son dernier ouvrage est fascinant, voire même, j'ose le dire, révolutionnaire. La symphonie du vivant, comment l'épigénétique va changer votre vie. Et oui, la nôtre.
Il est connu également, Joël de Ronet, pour avoir fait partie du groupe des 10 à la fin des années 60, milieu des années 70. C'était un groupe, souvenez-vous, pour les plus anciens, qui réfléchissait bien, qui réfléchissait vite, qui réfléchissait beaucoup. Il y a des noms comme Edgar Morin, comme Jacques Robin, comme Michel Serres, comme Jacques Attali, Michel Rocard, Henri Atlan. J'essaie de trouver des nanas, mais en fait, je crois que c'était que des mecs. Mais bon, c'était peut-être aussi une autre époque. On va essayer de se le dire comme ça. Joël est aussi connu pour être l'un des premiers à avoir surfé sur les vagues. Je crois que c'est la carte numéro 3 du premier club de surf à Biarritz. C'est l'un des premiers également à avoir vu l'arrivée d'Internet, donc surf également. Il surfe, il golfe, il skie, il nage. Je vous recommande vraiment de le suivre sur les différents réseaux. Il est toujours en veille, il est assez fascinant. Et puis, nos amis du Pays Basque le connaissent bien, puisqu'il vit une partie de l'année du côté d'Andaille et du côté de la plage de Parlementia, notamment. Alors, on se retrouve juste après, on regarde, continuez de commenter, de poser des questions, de nous encourager aussi, c'est quand même vachement sympa, non? On se retrouve juste après. Joël de Ronet, merci de... défend. On se défend d'être optimiste, on se défend d'être pessimiste. Donc c'est une bulle fermée. Alors que d'être positif, c'est ouvert, c'est comme le surf. On est positif, on avance, on regarde autour de soi, on tient compte des conditions, de l'agression, de ce que l'environnement vous envoie. Être positif, c'est être constructif en quelque sorte. Et c'est la fameuse phrase de Gramsci, de préférer au pessimisme de l'intelligence. Joël de Ronet, merci de vous prêter au jeu de ce projet tout nouveau. Joël, une première question, quand je vous ai parlé de ce projet, vous m'avez tout de suite repris gentiment, entre guillemets, sur l'optimisme. Vous ne dites pas que vous êtes optimiste, vous préférez dire que vous êtes positif. Pourquoi? Oui, je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on prend la position optimisme ou pessimisme, on s'enferme dans une bulle et on se défend. On se défend d'être optimiste, on se défend d'être pessimiste. Donc c'est une bulle fermée. Alors que d'être positif, c'est ouvert, c'est comme le surf. On est positif, on avance, on regarde autour de soi, on tient compte des conditions, de l'agression, de ce que l'environnement vous envoie. Être positif, c'est être constructif en quelque sorte. Et c'est la fameuse phrase de Gramsci, de préférer au pessimisme de l'intelligence l'optimisme de la volonté. C'est ça, pour moi, être positif, c'est avoir la volonté d'aller de l'avant et de partager avec les autres. Est-ce que ça s'apprend d'être positif? Est-ce qu'il y a des trucs et astuces pour y arriver? Je pense que d'abord, une des premières choses pour être positif, c'est de s'informer, d'être bien informé de ce qui se passe, de croiser les informations les unes avec les autres, de communiquer avec son réseau. Bon, on parle beaucoup de la blockchain. Moi, je me suis construit un réseau de blockchain d'amis, en quelque sorte. Et ce réseau de blockchain d'amis, ce sont des amis en qui j'ai confiance et en qui, quand j'ai un problème, que je pose un problème, je contacte mon réseau blockchain d'amis et je reçois des informations en retour qui me permettent d'évaluer des fake news, de savoir si je peux être positif sur cette nouvelle ou négatif. Je suis jamais négatif, j'essaie toujours de trouver des solutions aux problèmes pour aider les gens. Donc c'est ça, être positif, c'est d'être constructif, être solidaire, de partager et d'écouter les autres. L'information, on voit effectivement que c'est clé, surtout en ce moment. On voit un décompte morbide tous les jours. Il y a 82% du bruit médiatique concerne un seul fait, le coronavirus. Comment faire pour parfois slalomer ça? D'abord, slalomer, c'est juste le mot, il est très bon. Les gens ne savent pas s'informer. Les gens ne savent pas que Google est une machine extraordinaire pour confronter, croiser les informations les unes avec les autres, les comparer. Les gens ne savent pas utiliser les moteurs de recherche fantastiques qu'on a sur Internet. Je suis sidéré de voir que même des journalistes, très souvent, ne savent pas utiliser les moteurs de recherche pour s'informer, croiser ensemble des informations. Donc, on a les outils. La question, c'est de s'entraîner, s'informer, valoriser les informations dans le réseau avec les amis, essayer de les confronter à la réalité. Donc oui, savoir, s'informer, apprendre et comprendre. Le coronavirus, c'est une obsession d'information en ce moment, mais si on gobe, entre guillemets, tout ce que l'on reçoit, on ne peut pas se faire une idée personnelle. Or, avec les éléments qui circulent sur Internet,
on peut les confronter les uns aux autres, les croiser et surtout aller rechercher les informations scientifiques et les publications qu'il y a derrière. Alors pour ça, évidemment, c'est idéal si on a une formation scientifique, ça l'est moins, mais il y a beaucoup d'informations vulgarisées qui marchent très bien sur Internet. C'est vrai qu'on a l'impression quand même qu'en ce moment, on a tendance à tous devenir scientifiques. On est tous experts. Oui, Mais à la... il y a beaucoup de soi-disant experts autoproclamés qu'on voit apparaître sur les réseaux sociaux et sur les journaux en continu. Il faut un peu s'en méfier, mais il faut quand même les écouter pour se faire une idée. Il y en a qui sont très bons, il y en a qui sont moins bons, mais c'est tout ce qu'on a à se mettre sous la dent. Mais se faire une idée, pour ça, effectivement, si on n'a pas un background, si on n'a pas fait des études scientifiques, enfin bref, si on n'est pas scientifique soi-même, c'est parfois très complexe. Ce qu'on nous donne à manger chaque soir au JT, c'est quand même assez complexe comme info. Oui, mais je crois que c'est pas seulement être scientifique, c'est avoir une petite culture scientifique. Une petite culture scientifique, c'est par exemple savoir la différence qu'il y a entre une bactérie et un virus. Bon, c'est pas être scientifique, c'est une culture scientifique, savoir ce que c'est qu'une enzyme, est-ce que c'est une protéine. C'est une sorte de culture scientifique qui a été vulgarisée par beaucoup, dont je me suis efforcé de le faire avec d'autres. Mais c'est cette culture scientifique qui est importante plus que d'être un scientifique. Beaucoup de gens n'ont pas. Je reviens à l'optimisme ou positivisme. Pourquoi, notamment en France, on a l'impression que quand on a envie de voir la vie avec le sourire, avec optimisme, avec un esprit positif, on évite taxer de bisounours, de naïf, de candide. Pourquoi il faut toujours... on a tendance à faire plus confiance à quelqu'un qui est très sérieux, voire qui fait la gueule, plutôt qu'à quelqu'un qui sourit tout le temps et qui veut voir le verre à moitié plein. Parce que les informations négatives sont des informations qui parlent à notre survie. Le cerveau est beaucoup plus construit pour la survie que pour le bonheur. Donc les informations pour le bonheur, on ne les retient pas trop. Par contre, on va retenir des informations dramatiques, des informations de survie qui nous font peur, qu'on peut retenir pour éviter d'y passer, pour survivre, faire des enfants, continuer l'espèce. Donc on retient beaucoup plus des informations dramatiques que les informations positives, qui coulent sur nous un peu comme du téflon, alors que les informations négatives sont comme du velcro. Elles accrochent notre esprit, on les retient. D'ailleurs, il est démontré sur les réseaux sociaux que ce sont les informations négatives qui sont retransmises le plus vite possible. Et ça parle à notre survie. Donc très très vite, les informations négatives, les informations pessimistes et les fake news sont retransmises beaucoup plus vite que les autres. Donc c'est une question de survie, c'est un problème darwinien. Est-ce qu'on peut arriver à duper notre cerveau, notre striatum, effectivement, qui attire ces fake news et ces mauvaises nouvelles? Je crois que le cerveau, ça s'entraîne, c'est comme un muscle. On peut entraîner le cerveau, on peut entraîner le cerveau à la bienveillance, au caractère positif. Viens pas qu'on dise le positivisme, parce que le positivisme, c'est une philosophie anglaise de Hume et Locke. Le positivisme, c'est une façon philosophique de voir la vie. Mais être positif, c'est pas le positivisme. Et ça s'entraîne. On peut entraîner notre cerveau à voir les choses positives, à les échanger aux autres. Et c'est dans l'échange qu'on se construit soi-même. C'est en échangeant avec les gens des informations positives qu'on voit leurs réactions, qu'on peut les retenir et qu'on peut s'en servir dans sa vie. Donc c'est un entraînement. Cette crise qu'on vit en ce moment, certains parlent en tout cas de lendemain qui chante, de demain on va tout changer. Vous déjà par rapport à ça, votre perception c'est quoi? Oui, on va réussir à tout changer ou ça sera peut-être un petit peu plus long que ça? Nous, ce sera plus long, bien sûr, mais déjà se le dire, on va vivre un monde différent après la crise que l'on traverse, avec la crise de réchauffement climatique, avec la nécessité de la coéducation dans le monde. On va vivre un monde différent. Il faut s'y préparer. La meilleure façon de s'y préparer, c'est de s'informer et de partager. S'informer, partager, ça permet de se créer soi-même. Donc c'est un entraînement que l'on peut acquérir et c'est pas trop difficile de le faire. Il faut se fier aux outils extraordinaires que l'on a aujourd'hui et au réseau des autres. Après, c'est vrai que je repense à tous ces outils, je repense aux outils d'information également. Est-ce que finalement, on ne devrait pas avoir une éducation à ces outils, une autre pédagogie? Est-ce qu'à l'école, on ne devrait pas nous apprendre les écrans très tôt pour vivre avec et pas se faire dominer par les écrans? Je pense qu'à l'école, on devrait apprendre déjà à s'informer avec les outils modernes, pas seulement les livres et la lecture, mais s'informer dans le dialogue, s'informer dans la recherche, s'informer avec les outils d'Internet. Et en plus de s'informer, apprendre très tôt à s'informer, il faut apprendre à distinguer, c'est-à-dire être pertinent.
il faut comment comprendre la pertinence de certaines informations par rapport à d'autres. Et la pertinence, elle s'acquiert avec l'expérience, elle s'acquiert avec le partage. Et un outil extraordinaire est en train d'arriver, c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va arriver chez nous par ce que l'on appelle les enceintes connectées, comme Alexa, Google Home. Ces petits boîtiers connectés vont apporter chez nous l'intelligence artificielle. Ils vont nous parler comme des experts. Ils vont nous permettre d'aller plus loin sur certains sujets. On pourra poser la question Alexa, Google Home, va chercher plus loin. Qu'est-ce que je dois penser de ceci? Connecte-moi avec mon réseau social. J'ai besoin d'échanger avec eux pour savoir si cette information est vraie ou si c'est une fausse information. Donc je pense que le grand outil du futur pour la pertinence de l'information, ça va être l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle va arriver chez nous par les enceintes connectées. Et vous ne pensez pas, parce que certains pourraient dire aussi que c'est un danger, que justement on est écouté tout le temps et que tout cela transforme une connaissance sur nous, sur l'humain, qui va être, qui pourra se retourner contre nous à un moment. Alors il y a deux choses, il y a un avantage énorme, c'est ce que j'appelle le cerveau augmenté, l'homme augmenté. Parce qu'avec l'intelligence artificielle, on va être différent. On est en train de changer l'humanité en ayant un cerveau. D'ailleurs, j'ai débaptisé l'intelligence artificielle, vous le savez, je l'appelle l'intelligence auxiliaire, parce qu'elle peut nous aider à augmenter notre cerveau. Donc ça, c'est l'avantage. Le danger aussi, c'est que l'intelligence artificielle peut avoir ses propres objectifs. Ses propres objectifs peuvent être de dominer les humains et petit à petit de nous réduire à l'état, comme disait Aldous Huxley, les alphas et les omégas, on peut être des omégas par rapport à l'intelligence artificielle. Donc il y a un risque de se faire dominer. Le meilleur risque pour éviter de se faire dominer, c'est dès maintenant travailler avec, la comprendre, l'utiliser dans nos actions, l'utiliser dans nos actions quotidiennes. Maintenant, on peut avoir Watson sur son téléphone portable, on peut avoir les enceintes connectées chez soi. Donc travaillons avec l'IA, l'intelligence auxiliaire, pour la comprendre et pour éviter qu'elle nous domine. Je reviens juste sur le rôle de la science, le rôle du scientifique. On a quelque part l'impression que finalement le scientifique, on l'a mis un petit peu au rebut, on ne l'écoutait plus pendant un temps. Là, il revient évidemment sur le devant de la scène, mais que du coup, on manque cruellement de culture scientifique. On n'arrive pas à comprendre que les choses sont parfois très complexes. On voudrait qu'il y ait une cause égale un effet, et pas une cause égale une chaîne d'effets, une chaîne d'impact. Il faudrait changer plein de choses, mais on commencerait par quoi, du coup, selon vous? L'approche systémique et l'interdépendance. L'approche scientifique est importante, mais elle est toujours très analytique. Elle regarde un sujet, l'autre, et séquentiellement dans le temps. L'important, c'est d'ajouter à l'approche scientifique une approche systémique qui permet d'évaluer les contextes, les interdépendances entre les choses et voir les interrelations. Donc, je pense que les scientifiques jouent un rôle très important, mais il ne faut pas qu'ils jouent un rôle non plus trop important par rapport aux politiques. Rappelez-vous, il faut se rappeler de Foucault qui disait méfions-nous de la biopolitique. L'introduction de la biologie dans la politique en excès, c'est trop dangereux. Ça conduit les politiques à remplacer la raison par l'émotion. Et donc en ce moment, on est au cœur de la biopolitique. On le voit avec le confinement, on le voit avec les réactions des politiques à la science pour le coronavirus. Méfions-nous de la biopolitique, elle entraîne souvent les politiques à prendre des décisions par émotion et pas suffisamment par raison. Et je rappelle que vous êtes biologiste, donc vous savez vraiment de quoi vous parlez en parlant. En plus, oui. Je voudrais qu'on parle du rôle du dirigeant, parce que finalement, je me souviens évidemment de votre livre, qui est mon livre de chevet, Surfer la vie. C'est toute une philosophie pour surfer quelque part un petit peu ou en tout cas les voir venir, arriver à les déminer, les inquiétudes, toutes les angoisses qu'on vit. En ce moment, on est au cœur d'un bain d'angoisse assez profond. Comment le dirigeant doit-il ou peut-il gérer ça? Alors, on a toujours été au milieu d'un bain d'angoisse. Dès que l'information s'est créée, dès que les journaux sont apparus, dès que les premiers journaux sont sortis, ce qui fait vendre, c'est l'angoisse, la peur du futur, la peur de l'avenir, la survie. Donc, j'ai dit que le cerveau était plus organisé pour la survie que pour le bonheur. Donc, on a été confronté, depuis l'origine de la presse, des médias et de l'information, à la peur, à la crainte, à la survie. Donc ce n'est pas nouveau. Il faut s'habituer à ça. Et pour s'y habituer, former les enfants à ça, il faut apprendre à détecter la pertinence qu'il y a derrière les informations. La pertinence ne peut s'apprécier que dans l'échange.
dans la création en commun, dans le partage. La pertinence, elle est fille du partage. Elle n'est pas directe, elle est fille du partage. Et c'est dans le partage qu'on se crée soi-même, qu'on crée l'information, qu'on co-crée l'information, qui devient à ce moment-là pertinente. C'est l'information co-créée qui peut devenir pertinente pour sa vie. Ce qui veut dire que pour vous, un dirigeant qui assume le fait de ne pas savoir, c'est tout à fait normal. D'abord, non seulement c'est normal, mais il doit assumer le fait de savoir qu'il peut savoir. C'est ça qui est important. Le plus important, et je suis stupéfait, je le dis très fortement, de voir que beaucoup de dirigeants d'entreprise ne savent pas chercher les informations. Ils s'en remettent à ce qu'on appelle des documentalistes, qui leur donnent des synthèses de documents qu'ils ont lus pour eux. Non, moi je sais par expérience que beaucoup de dirigeants de grandes entreprises américaines, et pas seulement les startups, mais les très grosses boîtes, ils savent chercher eux-mêmes. Le dirigeant d'entreprise, c'est aller sur Google chercher les informations dont il a besoin pour sa propre boîte. Donc, je regrette beaucoup que beaucoup de responsables politiques et industriels ne savent pas chercher l'information clé dont ils ont besoin pour décider. Oui, un dirigeant doit travailler aussi lui-même et pas seulement compiler des documents. Il ne faut pas s'en remettre à des documentalistes. Il doit savoir lui-même chercher. C'est l'information qu'on extrait soi-même qui est la plus pertinente. Il y a quand même un point en ce moment, le dirigeant, il baigne dans des angoisses. Alors après, c'est sa responsabilité de dirigeant, effectivement, il gère des inquiétudes régulières. Sauf que là, les inquiétudes, elles sont à la fois à court terme, à moyen terme, à long terme. Il a des inquiétudes familiales sur lui, des peurs un peu irrationnelles aussi. C'est pas simple de diriger en ce moment. Il faut faire quoi? Non, mais malheureusement, le problème, c'est comme je l'ai dit pour des questions de survie, le dirigeant surfe sur l'angoisse et sur la peur, parce que là, il peut apporter quelque chose. C'est-à-dire que si il dit tout va bien se passer, et que le nombre de cas augmente, il y a le nombre de morts dans sa région à cause du coronavirus, il est pris en défaut et l'histoire le tranchera pour lui. Par contre, s'il fait un excès de précaution, s'il est surpère protecteur, il risque rien. Au contraire, c'est tout bénef pour lui. L'histoire dira, bon, ben, il a fait ce qu'il fallait, si c'est la catastrophe. Tandis que s'il n'a pas fait ce qu'il fallait, l'histoire retiendra contre lui qu'il n'a pas été à la hauteur. Donc, ils en font trop. Ils sont souvent hyper exigeants. Et je pense que le rôle du leader aujourd'hui, c'est d'être hyper concerné, mais parfois trop. On le voit dans le confinement qui dure et qui dure, alors que les Suédois ont pris une attitude tout à fait différente, plus responsable, de partage. Nous, on a une attitude très technocratique sur le confinement. Le problème aussi, c'est que le dirigeant, donc là on pense aux dirigeants politiques, aux dirigeants de grands groupes aussi, mais le dirigeant, c'est aussi le dirigeant d'une petite TPE qui a quelques salariés. Lui, il doit les remettre au boulot, sauf que lui-même, il ne sait pas bien comment il va faire, il a des enfants, comment vont-ils faire aussi? Ça fait partie de toutes ces angoisses qui s'entrechoquent et qui le tétanisent un petit peu en ce moment. Oui, c'est les deux, c'est le dilemme de arrêter ou remettre les gens au boulot. Il faut arrêter par précaution, toujours le fameux principe de précaution, mais le principe d'attrition nous dirait qu'il faut au contraire remettre les gens au boulot en leur donnant les moyens de se protéger. C'est l'attitude suédoise. L'attitude suédoise, c'est plus le principe d'attrition que le principe de précaution. Il faut relire les articles que j'ai écrits à ce sujet. Il y a un thème qui émerge depuis quelque temps, qui est porté notamment par Cyril Dion sur l'importance du récit. Finalement, lui dit qu'on s'aperçoit qu'on baigne en ce moment dans une sorte de temps assez étrange, de récits que l'on s'est fait. On a l'impression de vivre une sorte de Mad Max, une sorte de fin du monde. On baigne dans des récits de collapsologie, de science-fiction très sombres. Et lui dit, attention, il serait peut-être important de changer notre imaginaire, de revenir plutôt vers un imaginaire beaucoup plus positif. Sauf que c'est compliqué, parce que là, on part d'un truc très sombre. Il faudrait ouvrir ses chakras pour aller vers quelque chose de beaucoup plus joyeux. Vous en pensez quoi, vous, de cette importance du récit qu'on a en ce moment? Je pense qu'il y a deux personnes qu'il faut prendre comme modèle dans cette discussion sur le récit. Le premier, c'est Yuval Harari. Dans ses livres, dans tous ses bouquins, a beaucoup insisté sur l'importance du récit. On se raconte des histoires pour créer le monde. La politique, l'histoire que l'on enseigne aux enfants, ce sont des récits qu'on se raconte. Et effectivement, on peut changer ce récit et le transformer en récit positif. Et puis la seconde personne, c'est Edgar Morin. Edgar Morin qui, dans son récit positif du monde, nous donne envie de créer l'avenir en commun.
Donc il y a Yuval Harari d'une part, Edgar Morin de l'autre. Moi, j'hésite pas entre les deux. Je choisis Edgar Morin parce que je pense que la création collective est le moyen de construire le futur d'une manière positive et bienveillante, malgré tous les drames que l'on traverse. Bon, un dernier mot, Joël. Là, on est en Nouvelle-Aquitaine ici. La Nouvelle-Aquitaine, c'est quand même une région chère à votre cœur. Alors, je sais que parfois, vous faites des infidélités. Vous allez dans les Alpes, notamment. Vous allez à la montagne. On vous verra quand à nouveau surfer, vous pensez? Dès que ce sera autorisé, moi j'ai prévu d'y aller fin juin. Donc fin juin, je vais aller surfer. Pour le moment, la plage est fermée. On ne peut même pas aller voir mes chères vagues de la chapelle de Parlementia. C'est fermé. Mais j'espère que bientôt ça va réouvrir. Pas dès le 11 mai, mais en tout cas dès le mois de juillet. Et j'y serai. Est-ce que chaque matin, vous regardez encore sur les webcams les différentes vagues? Évidemment, je regarde la météo, je regarde les webcams. Et l'autre jour, j'ai même vu des gars qui surfaient. Ils risquent l'amende de 135 €. Mais qu'est-ce que c'est 135 € pour avoir le droit à quelques belles vagues? Merci beaucoup, Joël. Merci de nous avoir accordé ce moment. Et puis, au plaisir de se voir sur la plage de Parlementia. À très bientôt. Bien sûr, notre équipe d'observateurs scrute tout ça et les enverra à Nicole qui, de son Pays Basque, posera toutes vos questions à notre invité, l'amiral Lajousse. Nous retrouvons, à nous deux, amiral, du coup, nous nous retrouvons ensemble. Alors, amiral, je vais vous présenter quand même, parce que là, on a un petit peu parlé tout à l'heure, mais là, permettez-moi juste de vous présenter en quelques mots. Matelot devenu amiral, puis DRH de la Marine nationale. Il faut vraiment dire directeur des richesses humaines, pas des ressources, bien sûr. On en parlera un petit peu plus tard si lieu, mais on a tous compris pourquoi. Vous avez navigué amiral pendant 16 ans, vous avez commandé 3 navires, vous avez participé à de nombreux conflits armés. On peut penser à l'Afghanistan, l'Irak, le Liban, le Tchad. Amiral, on a un problème de son vous concernant, il faudrait juste mettre votre micro. Voilà. Mais après tout ira bien. Donc bon, j'imagine que vous êtes plutôt fort en géographie, hein, parce que forcément, avoir navigué autant, c'est pas mal. Je note également que vous avez été directeur de la communication, puis DRH, donc d'abord DIRCOM et ensuite DRH de la Marine nationale, et que c'est en 2012 que vous avez été reconnu par vos pairs comme DRH de l'année. Et alors, c'est juste un petit détail cocasse, 2012, c'est l'année où Joël de Ronet a été élu personnalité numérique de l'année aussi par l'ARCEP. Voilà, c'était juste un petit détail cocasse. Là, pareil, quand on est en plénière de visu, il y a des sourires, on le voit, c'est sympa. Là, je me retrouve seul face à un œil. Je vais vous regarder un peu plus bas, du coup, c'est quand même plus sympa. Amiral, vous avez écrit des ouvrages comme L'art de diriger, L'art du temps, L'art de l'équilibre. Ça fait 3. Alors, on peut se dire qu'un certain Sun Tzu peut quand même aller se rhabiller. Lui, il n'en a écrit qu'un. Ça s'appelle L'art de la guerre. Bon, comme s'il fallait parler de la guerre par les temps qui couraient. Et puis, en plus, il n'y avait que 13 chapitres. Je suis allé voir. 13 chapitres avec Sun Tzu. Aujourd'hui, amiral, vous êtes à votre compte, vous conseillez, vous êtes consulté également, vous intervenez beaucoup, on l'a vu notamment avec des CJD, mais pas que. Et alors, j'aurais envie de parler avec vous pendant des heures sur un rôle qu'on oublie peut-être, que j'ai surtout entendu une fois, vous en avez parlé, mais un rôle clé dans votre vie. Vous avez été acteur dans GoldenEye. Alors, j'aimerais juste qu'on en parle, qu'on évacue le point GoldenEye, en gros. Ça sort d'où, ça? Alors, c'est une belle aventure. J'étais directeur de la communication de la Marine et je reçois un coup de fil au cœur de l'été parisien, en 1994 de mémoire, et un gars, dans un français à l'accent anglais très prononcé, me dit « Je cherche désespérément un bateau de guerre pour le prochain James Bond. Et est-ce que la marine française peut m'aider ?» Ah ben, je dis « Écoutez, on peut en parler. Est-ce que vous pouvez me passer le scénario du film, me dire quel est le rôle du bateau dans le film ?» Il me dit « Écoutez, j'aimerais bien vous rencontrer. Est-ce que je peux venir vous voir à Paris ?» Je dis « Avec plaisir. » Il me dit « Très bien, je suis là demain matin. » Et il était là le lendemain matin.
C'était Tom Pevsner, le réalisateur, enfin l'homme qui organise tous les tournages des James Bond depuis quelques années. Et donc on s'est rencontrés, on a discuté. Il m'a fallu un sacré bras de fer pour convaincre les autorités de la marine française de relever le défi, d'être présent dans un James Bond. Ma chance, c'est que le ministre de la Défense de l'époque, c'était François Léotard, un homme qui aimait bien le cinéma. Et les frégates. Et les frégates. Et donc, on a pu organiser ça. Ça a été très passionnant parce qu'il a fallu que j'obtienne une place à quai dans le port de Monaco pour pouvoir mettre la grosse frégate en faisant dégager plein de yachts qui appartenaient à des gens très importants. Il a fallu couper l'espace aérien monégasque pendant 2 heures pour que l'hélicoptère puisse faire son looping. Ça a été compliqué parce que c'est l'héliport le plus fréquenté au monde pratiquement et par des gens qui ont plutôt de l'importance. Voilà, et donc tout a été très très drôle, très intéressant. J'ai participé pendant 1 semaine au tournage à Monaco pour que tout se passe bien. Donc il a fallu débloquer plein de choses. Enfin voilà, faire se rencontrer l'équipage de marins militaires avec l'équipe de tournage. Ils étaient aussi nombreux des deux côtés, 150 des deux côtés. Et donc tout s'est très très bien passé. Et à la fin du tournage, le réalisateur Martin Campbell me dit « Olivier, sans toi, tout ça n'aurait pas été possible. Donc on va faire une petite scène pour le making-of du film. » Et donc j'avais une phrase à dire. Ladies and gentlemen, please take your seat on the upper deck to assist at the demonstration of the Hello. Ça, c'est en anglais. En français, c'est mesdames et messieurs, montez sur le pont supérieur pour voir la démonstration de l'hélicoptère. J'ai dû aller me doubler en français de ce que j'avais dit dans mon anglais très français. Et normalement, c'était pas dans le film. Sauf que, au cours du montage, il m'a rappelé, Martin Campbell, il m'a dit Olivier, c'est trop top, on te laisse dans le film parce que c'est génial. Et voilà comment je suis référencé comme acteur dans un James Bond à la 27e minute de GoldenEye. Je crève l'écran et je dis ce que je viens de dire. Ça dure pas longtemps, mais ça m'a rendu très célèbre auprès de beaucoup de gens. Je pense qu'on va tous aller voir. Alors, il faut attendre, bien sûr, tout à l'heure, hein, mais on va tous aller voir GoldenEye dès ce soir pour en avoir le cœur net et vous voir il y a 25 ans, du coup, c'est ça. Hein, Eh oui, eh oui. Alors, il y a un peu plus de cheveux. Non, alors on va pas parler des cheveux, on a dit. On évacue ce point aujourd'hui. On est dans un thème qu'on a souhaité tourner vraiment, on s'interroge sur l'optimisme. Alors évidemment, moi j'ai vraiment envie de vous demander, c'est quoi pour vous être optimiste? Tout simplement. Alors j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt Joël de René qui dit des choses très pertinentes et effectivement ce que nous a rappelé Anne aussi, je crois, hein, c'est cette jolie formule, le pessimisme est de caractère, l'optimisme est de volonté. Je pense que un peu comme lui, j'ai plutôt tendance à dire, plutôt que de parler d'optimisme, parlons de volonté. Est-ce que je choisis le verre à demi vide ou le verre à demi plein? Si je choisis le verre à demi vide, j'ai rien à boire. C'est con. Alors que si je prends le demi plein, j'ai quelque chose à boire. Et à partir de là, je trouve des possibles. Dans les temps que nous vivons actuellement, j'ai rédigé quelques papiers qui ont eu un peu de succès. Je disais, finalement, c'est être capable de trouver des possibles dans ce qui paraît impossible. Et donc, je fais référence à ma vie de marin. Quand vous êtes pendant 8 jours, par 15 à 17 mètres de creux, que vous avez la trouille au ventre, parce que chaque vague est effrayante. Elle déferle. Elle peut à tout moment mettre le bateau en travers et vous allez faire naufrage. Donc, il faut tenir la cape et serrer les dents et se dire, on va y arriver. Et vague après vague, les passer les unes après les autres. Et donc ça demande énormément de volonté. La volonté de se concentrer ici et maintenant sur ce qu'il y a à faire. Une bonne façon d'être négatif, c'est de se laisser submerger, comme l'a rappelé Joël, par toutes les fake news et tout ce qui fait peur. Et si on se laisse submerger par ça, on laisse son esprit partir vers tout ce qui fait peur et on se met au mauvais cap. On risque de faire naufrage. Pourquoi? Parce que, comme il l'a très bien rappelé, ce qui fait peur est toujours plus puissant que ce qui ne fait pas peur. Et d'ailleurs, dès l'enfance, les histoires qui nous marquent le plus sont les histoires qui font peur. C'est la méchante sorcière avec sa pomme, etc., etc. Et donc, ça a été très bien dit, il nous faut apprendre l'éducation au bonheur. Et pour ça, c'est repenser complètement notre façon de regarder les choses et de se dire, si tu vas chercher les possibles, tu seras vivant. Un grand théologien jésuite, Teilhard de Chardin, dit « Tu es en vie
quand tu es en questionnement et en mouvement. Le jour où tu te laisses submerger par des choses qu'on te dit être vraies sans que tu aies pu le vérifier, et que tu les prends comme parole d'évangile ou de scientifique, eh ben, c'est fini. Tu n'es plus en mouvement, tu n'es plus quelqu'un qui va chercher les possibles. Et donc, ma vie de marin m'a appris ça. Il faut tirer des bords, il faut trouver le vent portant, il faut passer les vagues les unes après les autres. Ça dure un certain temps, mais ce que je sais, c'est qu'une fois la tempête passée, après la tempête, il y a le beau temps, et là, tout redevient possible. Je terminerai sur une petite posture importante pour un chef d'entreprise, un dirigeant au sens large, c'est s'interdire tout ce qui fait qu'on va désespérer les équipes. Et donc, c'est aller chercher tout ce qui permet aux équipes de rester positives, c'est-à-dire les concentrer sur ce qu'il y a à faire ici et maintenant. Plus je laisse mon esprit partir vers ce qui me fait peur, plus je vais faire des erreurs et plus je vais être en danger. Plus il y a de la tempête, plus je me concentre sur ce qu'il faut faire ici et maintenant. Et là, c'est un rapport au temps. Le passé, on le regrette toujours, ou souvent, ou pas. Le futur, on en a peur. On en a rarement une vision positive. Et en fait, on s'en fout de tout ça. Parce que la réalité du temps, c'est que le temps n'est pas linéaire. Le temps, c'est pas passé, présent, futur. Le temps, c'est quelque chose qui tourne tout le temps. Et je me souviens d'une rencontre, j'avais 24 ans, je commandais mon premier bateau, c'était en Afrique. Je rencontre un chef d'une tribu bantou, c'était au Cameroun. Je discute avec lui et il me dit, vous les Yovo, c'est comme ça qu'ils appellent les Blancs dans cette région de l'Afrique, vous les Yovo, vous comprenez rien au temps. C'est pourtant vous qui avez inventé l'horlogerie, mais vous êtes assez ballot pour croire qu'il y a passé, présent, futur. Mais quelle connerie! Moi, je te dis que le futur est derrière toi, me dit le gars avec beaucoup d'audace. Et je le regarde étonné, je lui dis, comment ça, le futur est derrière moi? Et là, il me dit, tu aimes bien lire comme moi. Eh bien, pose-toi la question. Dans Terre des Hommes, Saint-Exupéry écrit, je n'hérite pas de la terre de mes ancêtres, je l'emprunte à mes enfants. Tu comprends ce que je te dis? Et je dis oui. Tu es en train de me dire que ce que je suis en train de faire ici et maintenant a définitivement écrit le futur. Et c'est ça la réalité. Ce que nous faisons ici et maintenant écrit le futur. Ceux qui nous ont précédés l'ont écrit de façon un peu sévère, avec le trou d'ozone, avec d'autres choses, même si il ne s'agit pas de juger ou de condamner, mais simplement de constater qu'il y a des actes qui écrivent le futur. Et j'aime bien ce regard sur le temps, et c'est une façon d'être positif, optimiste, c'est de se dire, la seule chose importante, c'est ici et maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour que ça se passe le mieux possible et que ce que je suis en train de faire soit le plus utile possible. Je terminerai par une jolie image. Plus on est dans la tempête, plus on est dans la guerre, la crise, on l'appelle comme on veut, plus il faut être capable de faire un pas de côté, de se détacher, de ne pas se laisser prendre par l'immédiateté et d'être capable de dire, c'est maintenant que je me concentre sur tout ce qui va permettre de survivre. Quand il fait beau, tu démontes le toit de la maison et tu vas chercher tous les possibles. Quand il fait beau, tu peux faire chier tout le monde. C'est même à ce moment-là qu'il faut les faire chier pour aller chercher les possibles. Ne pas les laisser dans la routine que je dénonçais tout à l'heure. En revanche, quand il fait mauvais, tu serais vraiment con de démonter le toit. Hein. Laisse le toit en paix et concentre sur la sécurité. Et quand on regarde les choses comme ça, on comprend qu'il ne s'agit pas d'être optimiste, pessimiste, etc. Il s'agit d'être simplement ici et maintenant présent pour trouver des possibles. On sent, cela dit, que ça s'apprend un petit peu, ça, quand même. Vous avez dit que ce sont vos années dans la marine qui vous ont permis de grandir optimiste, finalement. Bon, si on n'a pas connu l'armée, on fait comment pour apprendre? Est-ce que ça s'apprend, d'ailleurs? Moi, je crois beaucoup à un subtil mélange d'inné et d'acquis. Chacun de nous arrive au monde, il est différent de l'autre, c'est pour ça que je parle de richesse humaine ou de rareté humaine. Et il y a plein de choses génétiques qu'on explique, qu'on n'explique pas, qui font qu'on est plutôt prêt à aller chercher le positif ou pas. Ensuite, il y a évidemment l'acquis et c'est l'éducation. Quand on arrive dans une famille qui, dès le départ, est aimante et vous dit « vas-y, tente, essaie », ça nous rend beaucoup plus capables au bonheur. Si dès la naissance, on est dans des injonctions paradoxales permanentes, de la violence, etc., ça sera plus difficile de marcher vers le bonheur, où on ira par réaction potentiellement. Donc c'est pas une histoire simple, le bonheur, et c'est un subtil mélange d'inné et d'acquis. Moi j'ai eu la chance
d'être dans une famille de 7 enfants avec j'avais des parents pas faciles parce qu'ils étaient nés dans les années 20, ils avaient connu la guerre et donc c'était des gens qui s'étaient forgés un caractère par rapport à l'occupation allemande, des choses comme ça, le manque le manque de nourriture, le froid, etc., la peur. Et donc, quelque part, ils pensaient qu'en nous élevant dans la peur, ils nous aideraient. Et moi, dès le départ, j'ai dit, je ne me laisserai pas prendre par la peur. Et ça, je ne peux pas l'expliquer, c'est comme ça. Et puis ensuite, la mer a été mon échappatoire. Et la mer, elle m'a appris la peur. Parce que quand elle est en colère, elle fait terriblement peur. Et donc, j'ai été obligé de faire de la peur mon allié. Non pas mon ennemi, mais mon allié. Et c'est quoi faire de la peur son allié? C'est se dire, si je panique, c'est elle qui gagne. Si je lui fais face tranquillement, sans fanfaronnerie, mais en trouvant les solutions pour la dépasser, eh ben, je la vaincrai. Et donc, c'est finalement, que ce soit une crise, une guerre, c'est quoi les fondamentaux de la guerre ou de la crise? C'est l'angoisse d'un côté, l'angoisse qui fait peur, qui machin, et c'est la panique qui fait qu'on ne maîtrise plus le temps. Plus il y a de la peur, plus il faut être patient, calme. Ce que nous impose la peur, c'est d'être capable de rester calme. Enfin, là, on peut quand même dire qu'on vit une sorte de drôle de moment. Tous les jours, il y a un décompte morbide. Il y a plus de 80% du bruit médiatique. C'est sur une seule info ultra angoissante. C'est quand même assez compliqué d'arriver à être lucide, d'arriver finalement à pas avoir peur. Au début, on voulait tous pas avoir peur, puis petit à petit, on se laisse un peu gagner. C'est pas simple du coup de rester optimiste pour être vraiment dans notre thème. Là encore, Joël a donné des très bonnes clés. Une bonne façon de contourner la peur ou de la maîtriser, c'est de savoir, d'apprendre, de ne pas se laisser prendre par toutes ces choses purement négatives. Aujourd'hui, c'est déjà terrifiant, mais le Covid a fait un peu plus de 25 000 morts en France. C'est terrifiant. Mais tous les ans en France, plus de 30 000 personnes meurent sur les routes, plus de 150 000 personnes meurent d'un cancer, etc., etc. C'est 650 000 morts par an en France. Et on n'en parle pas de ces morts-là. Pourquoi? Parce qu'on a, d'une certaine façon, banalisé le fait de mourir sur la route ou de mourir d'une maladie de longue durée. C'est un peu étonnant, non? Et donc, quand on change de lunettes, j'ai fait ça avec les CJD lors de la grande rencontre CJD Rhône-Alpes, ils ont appelé ça les lunettes vertes. C'était un très beau moment. On était plusieurs intervenants en disant, mais apprenez à changer de lunettes. Quand on prend le temps de changer de lunettes, comme nous y a invité Joël, on voit bien qu'on regarde autrement et c'est une façon de commencer à contrôler la peur. Finalement, c'est terrifiant, mais en réalité, c'est quoi? C'est une maladie qui touche les plus âgés, principalement, qui épargne les enfants, qui a des formes qu'on ne peut pas expliquer, voilà. Mais en même temps, on a su la contrôler, la maîtriser petit à petit. On apprend au jour le jour, pas à pas, jour après jour, à la décoder. On va trouver un vaccin, on va trouver des médicaments. Et donc, on va y arriver. On va en sortir. Et pour l'instant, ce qu'il faut faire, c'est ce que je viens de dire, c'est comme dans la tempête, il faut se concentrer sur quelques fondamentaux. Et donc, on sait que si on met un masque, si on respecte une distance d'1 mètre, on va arrêter l'épidémie. Donc voilà, on a les gestes, on sait ce qu'il faut faire. Il faut reprendre progressivement la vie. On ne va pas rester confiné plus longtemps. Le confinement a permis de faire tomber ce fichu R0, c'est-à-dire le taux de transmission des uns aux autres, de 3 pratiquement à 0,6. Et donc, elle est en train de perdre la partie. Mais ça va dépendre de chacun et chacune d'entre nous. Accepter pendant quelques mois qu'on ne va pas vivre aussi librement qu'avant, mais qu'on va quand même vivre libre en choisissant de faire attention aux autres et donc en les respectant, en portant des masques, en se lavant les mains, patali, patali, patala. Et donc, c'est pas la fin du monde. Il y a eu des choses bien plus terrifiantes que ça dans le passé. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est anxiogène, c'est qu'il y a cette espèce de tam-tam permanent, les réseaux, les théories du complot, la recherche de coupables. Et donc, au lieu de concentrer nos esprits là où il faut, c'est-à-dire le possible, et ce qui va permettre de traverser la tempête, on se laisse submerger par les fake news, on veut des coupables, et il faut,
c'est cette jolie formule qui dit « le bruit ne fait pas de bien, le bien ne fait pas de bruit ». Alors, on y reviendra aux fake news, que ça, c'est vraiment un truc que l'on voit, nous, les dirigeants, on a, enfin bon, on en parlera un petit peu plus tard. Juste le dirigeant, comment doit-il faire pour finalement ne pas s'oublier en ce moment? Parce qu'il doit tout gérer, mais il doit aussi gérer ses propres angoisses, ses propres soucis, qui sont parfois très durs. Il y a des enfants, là, il y a la grande question du école ou pas école. Ben, c'est un peu décisif quand même. Et puis après, il faut montrer l'exemple aussi aux collaborateurs. Et puis après, il y a plein de trucs. Et finalement, alors j'entends bien que oui, il faut relativiser, mais il y a bien d'autres astuces quand même, non? Évidemment, Joël a donné une clé qui est le juste équilibre entre l'émotion et la raison. Pour ne pas succomber à l'émotion et tenter d'aller chercher de la raison, et en même temps, il faut laisser toute sa place à l'émotion, ce serait idiot d'opposer les deux. Une des clés, c'est de ne jamais rester seul, c'est de partager. Et donc, d'être comme vous le faites ce soir, capable de dire, ben voilà, ça me tracasse, qu'est-ce que tu en penses? Et plus on partage, Joël l'a très bien dit, plus ça va faire l'intelligence collective. Avant d'être artificielle, il faut d'abord qu'elle soit collective, l'intelligence. Et donc, et d'ailleurs, l'intelligence artificielle n'est que le résultat de tout ce que l'intelligence collective met dans une machine qui met ça en process et va retenir quelques idées et donc faire une espèce de banque de données. Mais rien n'est plus beau que l'intelligence collective. C'est pour ça que je parle de richesse humaine. Et plus on sera des gens différents à échanger nos interrogations, nos doutes, nos peurs, nos joies, nos espoirs, plus on va bâtir des choses et on va s'apaiser parce que en discutant avec d'autres, on verra que finalement il y a plein de façons différentes de regarder et ça va nous apaiser. Ensuite, c'est un travail sur soi. Ce que doit faire absolument un dirigeant, c'est travailler sur lui-même. Et pour ça, moi, je recommande depuis des années la lecture du grand Mahatma Gandhi et surtout l'appropriation de cette phrase qui, moi, m'a considérablement aidé depuis maintenant plus de 40 ans, parce qu'après avoir vu les horreurs de la guerre du Liban, j'étais un homme profondément meurtri, presque détruit, parce que j'avais vu à l'époque qu'il n'y avait pas de psy pour nous aider, etc. Et donc, il a fallu que je fasse ce travail sur moi. Et je me souviens d'être tombé sur cette phrase qui m'a scotché et qui fait qu'aujourd'hui, je suis l'homme que je suis. C'est cette phrase de Mahatma Gandhi qui dit, deux points ouvrez les guillemets, personne ne peut me blesser sans ma permission. C'est très puissant cette phrase. Soit je prends tout au premier degré et je pars du principe que les autres sont là que pour m'emmerder, et donc je vais systématiquement être dans une relation de compétition, de négatif envers eux. Soit à l'inverse, je me dis, prends le temps de comprendre qu'ils ont leur façon de raisonner qui n'est pas la tienne, mais la leur est peut-être intéressante, la tienne l'est forcément, partage. Et donc c'est cette capacité à ne pas tout prendre au premier degré et à co-construire avec d'autres, et principalement avec des gens différents qui vont justement nous aider à regarder différemment et nous apaiser, parce que le but c'est de s'apaiser progressivement. Du coup, ça veut dire qu'il faut nous éduquer au bonheur, comme l'a dit très bien Joël. Pour moi, c'est comment on éduque au bonheur. Eh ben, c'est quand on est capable de dire, je ne me laisse pas prendre dans un jeu de compétition. Le but n'est pas d'être premier ou plus fort que les autres. Le but, c'est d'être fort avec les autres. Et donc, on remplace la compétition par la coopétition. Il faut un peu d'émulation, mais il faut beaucoup de coopération. Et donc, plus on est dirigeant, moins il faut rester seul. Plus on est dirigeant, plus il faut partager. Je terminerai par une belle image que j'aime bien sur ce thème-là, c'est que la nature nous apprend beaucoup de choses. Les philosophes du XVIIIe se sont rendus célèbres en tirant des leçons de ce qu'ils observaient. Moi, je suis un marin et donc j'ai eu la chance de voir souvent des vols d'oiseaux migrateurs passer au-dessus de ma tête. Elles partaient, ces oies sauvages, de l'Égypte vers la Camargue. On les a observés sur plusieurs années. Je vous recommande de voir le film de mon ami Jacques Perrin qui s'appelle Le peuple migrateur. Ce sont des bernaches nonnettes. Quand elles décollent d'Égypte, il y en a 3 qui se mettent en tête et qui guident le vol. De façon étonnante, on a pu observer qu'elles passaient toujours dans les mêmes couloirs aériens et qu'en fonction de la météo, elles étaient plus haut ou plus bas en altitude et plus à droite ou à gauche en latitude, mais toujours dans ce même grand couloir aérien. Les 3 qui guident prennent tout dans la gueule.
Elles sont trois parce que quand celle qui est en tête est un peu fatiguée, elle laisse la place à son équipière de bâbord ou à son équipière de tribord. Ces trois-là, elles savent. On a vu que aussi longtemps qu'elles étaient vivantes, c'était ces trois mêmes-là qui guidaient le vol sur cette partie du parcours. Arrivées en Égypte, ces trois-là sont crevées, elles sont tout pris dans la tête pour protéger les autres leur ramènent à bouffer. Quand le vol redécolle de la Camargue vers la baie de Somme, c'est trois autres qui leadent. Et donc, c'est cette jolie formule du partage de l'avoir, du savoir, du vouloir et du pouvoir. Celles qui savent exercent le pouvoir le temps du parcours où l'on sait. Et puis c'est d'autres qui exercent le pouvoir pour guider le vol suivant, celles qui savent. Ensuite, le partage de l'avoir, celles qui sont crevées, qui sont même plus capables de se nourrir, les autres leur amènent à bouffer. Partage de l'avoir. Et enfin, le vouloir, elles ont la volonté d'aller vers le nord, puis de revenir vers le sud. 2 fois par an, elles font la transhumance. Et je trouve que c'est un très bel exemple. La seule façon pour un dirigeant de ne pas être submergé, de ne pas craquer, c'est de ne jamais rester seul et d'avoir bien compris une fois pour toutes que le plus grand danger, c'est le syndrome d'Atlas. Je porte tout et je dois tout porter tout seul. C'est d'une connerie absolue. Il faut faire comme les oies sauvages, être capable de partager le savoir, le pouvoir, le vouloir et l'avoir. Et à ce moment-là, on passe d'un continent à l'autre et on survit alors qu'on est des toutes petites bestioles confrontées à des tornades parfois terribles. L'image avec les oiseaux est vraiment formidable, effectivement. Donc c'est le deuxième film qu'il faut voir ce soir, hein, Le Peuple migrateur de Jacques Perrin. Je reviens juste aux fake news, parce que bon, en ce moment, c'est clair qu'on baigne dans un bain de fake news, on est tous scientifiques, bref, et tous commentateurs. On a des collaborateurs qui sont comme ça aussi, des collaborateurs qui viennent au bureau, qui vont revenir en tout cas au bureau, à l'usine, et qui sont négatifs, qui portent des news qu'il faut éviter de porter. On fait quoi, nous, vous pensez, pour essayer quand même de retourner de manière positive le truc? Parce que c'est sa vision du monde, c'est sa vision, mais... Et donc, il faut dialoguer. Il faut surtout pas essayer de les faire taire. Il faut surtout pas être dans le jugement. Dans un joli livre qui s'appelle La Chute, Camus écrit « J'ai connu le pire, le jugement des hommes ». Et donc, il faut s'interdire le jugement. Il faut accueillir l'autre comme il est. Je dis souvent, l'autre, c'est qui? L'autre, c'est un kintsugi. Vous allez dire, ça y est, il a pété un câble. Le vieil amiral, là, il parle quelle langue? Un kintsugi, c'est un très bel objet. Quand, au Japon, ils font tomber une assiette, un bol en porcelaine, ils ramassent tous les morceaux, ils l'amènent chez un artisan qui recolle tous les morceaux, avec une colle dans laquelle il met un peu de poudre d'or. Et ça donne ce très bel objet recollé, avec de l'or dans les fêlures. Nous sommes toutes et tous les résultats de nos fêlures. Nos fêlures, ce sont des blessures affectives, des choses qu'on n'a pas réussi à apaiser. Et tant qu'on n'a pas apaisé, on est un être torturé. Et aussi longtemps qu'on est torturé, on a du mal à positiver les choses ou à les regarder calmement. Et donc, quand je disais tout à l'heure, la première chose à faire, c'est de faire ce travail sur soi-même. Si l'on ne s'aime pas, on ne peut pas aller à la rencontre des autres, on ne peut pas les aimer puisqu'on est égocentré sur nos bobos têtes. Vous taperez K-I-N-T-S-U-G-I, K-I-N-T-S-U-G-I, vous verrez le superbe objet qu'est le kintsugi. Et vous verrez combien c'est beau d'imaginer que quand on regarde l'autre en face de nous comme un kintsugi, non pas comme un comptable, un tourneur-fraiseur, un dirigeant de je ne sais pas quoi, mais comme une personne qui forcément réagit à partir de son passé, de son passif passé, on dit le mot comme on veut, de tout ce qui lui est arrivé et qui l'amène à réagir de telle ou telle façon. C'est d'ailleurs très intéressant, plus on est dans le monde international, plus on voit qu'un Asiatique n'a pas la même façon de réagir à beaucoup de choses qu'un Hindou, qu'un Américain, qu'un Européen, qu'un Africain. Et donc, on est un résultat d'inné et d'acquis, disais-je tout à l'heure, mais on est surtout un kintsugi ambulant. Et donc, quand on se met dans la position, je suis en face de kintsugi, donc je ne les juge pas, je les accueille comme ils sont, et j'essaie de décoder pourquoi ils réagissent de telle et telle façon. Et à ce moment-là, je rentre en relation avec eux, sans jugement, en disant, mais dis-moi pourquoi tu dis ça. Qu'est-ce qui t'amène à parler comme ça? Pourquoi est-ce que tu vois? Mais regarde, discutons-en, tu vois bien qu'on peut aussi le regarder d'une autre façon. Et d'ailleurs, on va demander à Moussa, à Karim, à Elisabeth, à François, de nous apporter leur regard. Et plus on croise les regards, plus on fait baisser les émotions
négatives. Et plus on va chercher des possibles. Et j'imagine que c'est la même astuce. En ce moment, il y a beaucoup de dirigeants qui sont face à une vraie problématique, le déconfinement. On doit reprendre le boulot. Alors on doit ou on ne doit pas, mais en tout cas, à un moment, il faut peut-être. Et sauf qu'il y a des collaborateurs qui ne veulent pas, qui sont réticents, qui ne savent pas, et il faut quand même essayer tous de remettre une dynamique en marche. Donc j'imagine que c'est pareil, on est tous des kintsugi et il faut dialoguer. Ouais. Donc il faut dialoguer et donc il faut surtout remettre le plus vite possible le plus grand nombre possible au travail. Il y a ceux qui vont venir. Il faut s'assurer, on leur doit une totale sécurité. Donc il faut qu'il y ait le respect de toutes les normes qui sont fixées, la distanciation, les masques, le gel, etc., etc. Mais il y en a qui vont venir parce que d'abord ils s'emmerdent chez eux. On n'est pas confinés tous de la même façon. Hein. Quand on est dans un 30 mètres carrés en Seine-Saint-Denis, on n'a qu'une envie, c'est de vite repartir au boulot, hein, pour plein de raisons. Par contre, quand on est confiné dans une chouette baraque au bord de la mer, on est plutôt bien, quoi. On n'est pas forcément prêt à repartir. Faut jamais oublier ça. C'est le vocabulaire populaire qui dit chacun voit midi à sa porte. Mais évidemment, on peut pas rester à ne pas travailler plus longtemps que ce qu'on a déjà fait. Parce que sinon, derrière, ça va être terrifiant. Et donc, il faut reprendre le boulot. Il y a ceux qui vont venir et qui vont faire ça. Et il faudra inviter à ne surtout pas juger ceux qui ne sont pas venus, mais à les tenir au courant. Je vais vous donner un exemple très précis. J'accompagne depuis maintenant quelques années un groupe qui s'appelle Elena, le Nouvel Âge. Ce sont des EHPAD. Et donc, j'ai eu à discuter il y a trois semaines de ça avec tous les dirigeants d'EHPAD par petits groupes. Il y a ceux qui avaient pris toutes les mesures et le Covid n'est pas rentré. Et ils étaient déçus parce que quelque part, ils disent on est prêt à la guerre, mais la guerre ne vient pas. Et je leur ai dit, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Mais bravo, pour l'instant, vous ne laissez pas passer l'ennemi. Ne soyez surtout pas tristes de ça. Soyez fiers de ça. Et fêtez cette victoire. Et puis ceux chez qui le Covid était rentré avaient malheureusement fait des dégâts, et chez les résidents et parfois chez les soignants. Eux, ils étaient là. En fait, nous, on s'en est tiré parce qu'un certain nombre d'entre nous, dès que ça a commencé, ils se sont planqués chez eux, ils ne sont pas venus. Nous, on est là, on a fait appel à des réservistes, donc on tient le front. Comment on va faire avec les autres? Et je leur dis, mais qu'est-ce que vous faites déjà? Est-ce que chaque soir, vous leur envoyez un petit smiley, un petit truc, en leur disant, tu vois, aujourd'hui, ça a été dur, mais on est là, on tient, on pense à toi. Plutôt que de les juger, de les condamner comme des sales traites, des lâches, tous ces mots on te tient au courant. Et quand tu seras prêt, tu reviendras. Parce que ce qu'il y a de sûr, c'est qu'après la guerre, après la crise, si ces gens-là, on les vire parce qu'ils ont été faibles, avec qui on va travailler? Ils ont des talents, ils ont des compétences. Et donc, il va falloir avoir cette audace de ne pas juger, mais de tendre la main et de laisser revenir petit à petit. Et ça, c'est un sacré boulot à faire, parce que la plupart du temps, on nous éduque dans l'idée que le faible est faible et donc il doit être condamné. Non, chacun d'entre nous doit se poser la question de savoir si un jour, il ne sera pas faible. Et si à ce moment-là, alors qu'il aura été faible à son tour, il supportera la violence du jugement des autres. Après les guerres, on a tondu des femmes qui étaient tombées amoureuses d'ennemis. Mais l'amour, ça n'a pas de... Hein, d'accord? Et donc, n'oublions jamais ces images très fortes. Et donc, à la question très précise, je réponds, surtout, réembarquez le maximum possible de vos équipiers. Vous allez commencer avec ceux qui sont peut-être plus courageux ou moins peureux, ou qui ont peut-être aussi simplement une absolue nécessité de venir travailler, parce qu'à la maison, il y a de la violence, il y a de l'insécurité, il y a Voilà, il faut pas... Les motivations, elles sont très multiples. Gardons-nous de juger simplement. Accueillons et gardons les bras ouverts. Dans quelques minutes, Nicole sera l'interface des questions des internautes. Donc, continuez, les amis, à poser vos questions, vos commentaires. On ne les jugera pas, vos commentaires. Vous êtes aussi des kintsugi, nous sommes des kintsugi. Et donc, soyez vous-même, le plus possible bienveillant, c'est sympa. On sait qu'il y a des petits lags, on sait qu'il y a des petites coupures, des petites cassures. On ne va pas y revenir tout le temps. On est sur Internet. Bon, voilà, c'est un tuyau, point. Et on est en période de confinement. Bon, Amiral, je voudrais, avant de passer aux questions des internautes, je voudrais vous poser une petite question parce que j'ai vu que vous en aviez vraiment marre des caricatures liées à l'armée. Alors c'est vrai qu'on en fait, moi le premier, hein, je me souviens du cadre dans lequel j'avais le mot signé par Chirac qui disait que j'étais exempté du service. Vous voyez, je vous dis tout. Mais on a tous des petits secrets. Ces caricatures, ces clichés, finalement,
on les partage nous aussi, les dirigeants. Vous, l'armée, c'est la grande muette, c'est psychorigide, enfin bon, en gros, c'est pas très drôle. Et nous, c'est les salauds de patrons, les profiteurs, et notamment en période de crise. Euh, Comment on peut arriver à relativiser perso aussi, et puis à savoir répondre sans pour autant leur rentrer dans l'art, si je puis dire. Bah, là encore, c'est ne pas rester dans ces idées toutes faites. Elles vous sont insupportables. Quand vous entendez patron salaud, ça vous rend, ça vous met en colère. Moi, quand j'entends militaire rigide ou facho, ça me met en colère. Euh, Pourquoi? Parce que c'est tout sauf vrai. Mais la seule façon de savoir la vérité, c'est d'aller voir, c'est d'aller rencontrer. Donc, j'ai récemment, avec, on a une réserviste. Anne nous a mis un joli calot, c'est comme ça que ça s'appelle, un bonnet. Voilà. Bref, on a organisé avec Emmanuelle Duez, qui est une start-upeuse qui a monté Boson Project, etc., qui est une jeune femme avec qui je travaille souvent. Quand on est ensemble, j'appelle ça la belle et la bête, comme ça fait rire tout le monde. Moi le premier. Mais Emmanuelle, elle a cette curiosité qui est merveilleuse, et donc on a organisé un truc qui s'appelle la croisée des mondes. Et on a fait venir à bord d'un porte-hélicoptère de la marine, Madame Taubira, Monsieur Thierry Marx, mais aussi un commando marine qui revenait d'Afghanistan, une femme capitaine de frégate qui commandait une frégate. Le commandant du porte-hélicoptère était là. Et on a croisé les regards. Il y avait une sexologue. Il y avait des patrons d'entreprises de différentes boîtes, dont certaines très grosses. Et donc, tout ça, ça a échangé. On leur a fait passer une journée ensemble à échanger. Puis, ils ont tous dormi à bord. Certains dans des dortoirs à Silly. Ils ont découvert la vie du marin, voilà. Le lendemain matin, debout pour l'appel, cérémonie des couleurs, et ils ont été scotchés parce qu'ils ont vu que c'était tout, sauf de l'infantilisation ou du garde à vous à 6 pas, mais bien des gens qui étaient engagés dans une mission plus grande qu'elle. Comment je maintiens la paix, comment je vais chercher des migrants, comment j'apporte du secours humanitaire, comment aussi j'arrête des fous furieux qui veulent imposer leurs lois aux autres ou qui trafiquent des armes, des êtres humains, etc., etc. Et donc, la rencontre des mondes a permis de sortir des clichés et d'échanger et de voir qu'en fait, il y avait beaucoup plus de choses à partager et à échanger, de bonnes pratiques à mélanger, que des regards inquisiteurs, accusateurs, détestables en fait. J'ai connu le pire, le jugement des hommes. Eh bien, quand on s'interdit le jugement et qu'on sait que c'est par la rencontre, le partage, la découverte qu'on va voir avec son esprit libre, et donc on verra des choses bien, des choses moins bien, mais c'est en faisant ça. Je terminerai en disant, quand j'ai été élu DRH de l'année en 2012, ça n'était jamais arrivé qu'on élise un militaire DRH. Les gens disaient, ouais, mais les RH des militaires, c'est facile, hein. Tout le monde leur obéit, ils aboient, garde à vous là-dedans, enfin, tous ces clichés à la con. Eh ben, le jury a été scotché de voir que, par exemple, j'avais été l'un des tout premiers à faire venir dans la marine Madame Nicole Nota en tant que présidente de Vigéo, et qu'on a fait la cotation RSE de la Marine nationale en 2008. Ouais. D'accord. Il y a plus de 12 ans. Et depuis, tous les 4 ans, on refait un point de situation, et on est une organisation, la Marine nationale, qui emploie 45 000 personnes, qui est cotée RSE régulièrement, qui rend compte, qui rend public les résultats de ces pratiques RSE, et notamment bien sûr dans le domaine humain. Et donc il y a égalité de salaire entre les hommes et les femmes, il y a développement des talents, il y a validation des acquis de l'expérience, etc., etc., etc. Tout officier, avant d'être promu à un commandement, fait un 360 dans un cabinet extérieur à la marine. Bref, mais tout ça, personne ne l'entend, et chacun reste avec cette idée qu'on lui a mise dans la tête là. Les militaires, c'est des fachos. Les militaires, c'est des psychorigides. Les militaires, ils mentent, ils se cachent derrière tout ça. C'est le secret militaire. Il faut sortir de ça. C'est d'une injustice absolument inacceptable, parce que c'est la même injustice qui conduit à dire les patrons, tous des salauds, ils s'en foutent plein les fouilles et ils n'ont aucun respect des ouvriers. C'est aussi con d'un côté que de l'autre. Et la seule façon d'en sortir, c'est de se rencontrer et d'échanger. Comme on le fait ce soir. Au CJD, exactement. Au CJD, on fait des plénières ouvertes parfois, donc des conférences comme ce soir, ouvertes à tout le monde. Et puis, on a le principe de vie ma vie également, on le déploie un petit peu partout, et pour permettre de montrer vraiment le job de dirigeant.
Alors, on me dit dans mon oreillette qui est reliée à un fil, mon concentré de métaux rares, on me dit que l'image a parfois un petit peu frisé, mais que le son était nickel. Donc, tout va bien. C'est hélas, oui, les connexions chez chacun. Ça, ça c'est les aléas du direct. Juste avant de passer à Nicole, j'ai juste deux petites questions. Une petite question, on sait que l'armée recrute des jeunes, vous faites plein de pubs avec des voix très graves là pour recruter des jeunes, enfin vous, ils. Est-ce que l'armée recrute des moins jeunes, des anciens dirigeants par exemple, parce qu'on est flexible, on sait gérer, on sait ce que c'est qu'un risque, on sait gérer des équipes, on sait comprendre un brief, etc., etc. Ça arrive ça? Parce que Oui, limite vous nous donnez envie quand même, hein. oui, oui, ça arrive. Donc on a deux. Il y a d'abord ceux qui acceptent d'être réservistes. Et ils peuvent être réservistes opérationnels, c'est-à-dire qu'ils dégagent de leur temps comme ils peuvent, et ils viennent passer en unité opérationnelle 3 semaines, un mois. Ça permet de soulager des militaires qui reviennent de longues périodes, et donc ils partent en vacances et ils sont remplacés par quelqu'un, mais ça demande beaucoup de formation, de professionnalisme et surtout du temps. Et donc l'autre vivier, c'est les réservistes citoyens, c'est-à-dire des gens à qui on fait appel quand on a besoin de se faire accompagner pour mieux comprendre un aspect juridique, un aspect comptable, un aspect diplomatique, un aspect technique. Et donc, on a ces deux viviers. Ensuite, sur certains métiers qui ne sont pas nos cœurs de métier, on va chercher des gens à qui on propose des contrats à durée déterminée, mais qui sont des contrats de 4 ans ou 6 ans, donc c'est des durées déterminées assez positives. Et on va chercher des talents. Par exemple, moi, quand j'étais DIRCOM de la Marine, je suis allé chercher des jeunes, hommes et femmes, journalistes, qui avaient fait une école de journalisme, qui avaient déjà travaillé dans des médias, et pour être capable de bien comprendre et bien gérer les relations avec les médias, j'étais allé chercher des gens de la presse écrite, de la presse audiovisuelle, etc. C'était à la fin des années 2000. L'Internet n'avait pas encore tout bousculé dans le monde des médias. Il y avait encore des journalistes experts de certains domaines, dont la défense, etc. On fait ça également avec des grands juristes. J'ai recruté comme ça des gens dont on avait besoin pour nous accompagner dans des grands procès sur des affaires maritimes, etc., etc. Et donc on sait faire ça régulièrement et on propose des contrats. J'ai recruté des sociologues, des anthropologues pour connaître le corps social de la marine, etc., etc. Il y a plein de modèles. Toute dernière question, et là vraiment on passe aux questions nombreuses sur les commentaires, continuez, puisque il y a Jean-Pierre, il y a Arnaud, il y a Géraldine, un peu partout en Aquitaine, ou Aquitaine Grand Sud-Ouest on va dire, parce qu'il y a Tarbes aussi, mais en tout cas de la région, qui prennent vos questions et qui les envoient à Nicole, et Nicole va les passer. Toute dernière question, une question ultra chauvine, on est en Nouvelle-Aquitaine, en Aquitaine ici, bon c'est quand même la région du littoral, et puis quelque chose me dit que c'est aussi votre région de cœur, a priori, non? Oui, l'Ajousse, le S se prononce, ça vient de l'Ariège. Ma famille était du village d'Artigat, qui a mauvaise presse aujourd'hui, puisque le village d'Artigat, c'est le village des frères Klein qui ont été de terrifiants terroristes de Daesh. Ah oui, pas Mais Gérard. du temps de mes aïeux, les Lajousses, c'était ceux qui mettaient l'eau dans le village, etc. C'était des gars sympas, les Lajousses. Lageus. Et donc, la source familiale vient de l'Ariège. Ensuite, il y a une partie de la famille qui est du côté de Toulouse. Et puis, moi, j'appartiens à la branche bordelaise qui s'est installée au début du 19e siècle là-bas. Mes deux grands-pères, paternels et maternels, étaient des ingénieurs des chemins de fer. Donc, les voies ferrées sur lesquelles vous circulez dans le Grand Sud-Ouest, beaucoup ont été conçus par mes grands-pères, qui étaient des gens nés dans les années 80, 1880, qui se sont retrouvés dans les tranchées en 14-18, sont sortis vivants. Et mon grand-père paternel a fini comme grand patron du réseau. Et donc, il était dans la gare de Bordeaux. Et chaque fois que je suis à Bordeaux, je regarde la grande carte que vous avez sur un mur et qui vous montre. Et à l'époque, c'était la compagnie des chemins de fer du Midi. Oui, c'est du Midi, je crois. Voilà. Et donc, j'ai gardé des liens très forts. Sylvie, elle est bordelaise. Son papa était le fondateur de la Bordelaise de Lunetterie, qui était place Fernand Lafargue. Elle habitait Barrière Saint-Genès, sur le boulevard Georges V. Et moi, je passais mes vacances à Arcachon. Et je vous ai dit tout à l'heure que c'est comme ça qu'on s'est connus. Et du coup, on a acheté en 1990 une maison à La Teste de Buc,
où nous allons nous retirer, elle et moi, à la fin de l'année, parce que le confinement parisien nous a définitivement convaincus qu'on est quand même mieux sur les bords du bassin d'Arcachon que dans une rue parisienne du 12e arrondissement, même si tout se passe bien. Et donc j'ai des attaches très fortes, j'aime le sud-ouest. Il y a des gens de caractère, on y mange bien, on y boit bien, il y a la mer, il y a la montagne. C'est un pays de cocagne. Et puis, il faut reconnaître que j'ai connu Bordeaux noir, sale, avec les quais de Bacalan infréquentables. Ce qui s'est passé au cours des 15-20 dernières années à Bordeaux est magnifique. Et cette ville est un joyau. L'emmerdant, c'est que maintenant que c'est à 2 heures de Paris, on est un peu envahi par les Parisiens. L'immobilier monte, mais ça fait de l'activité économique. Là encore, il faut voir le verre plein et le verre vide. Et oui, j'adore cette région. Bon, bah, dès que vous arrivez à Bordeaux, allez à l'office de tourisme et proposez-leur vos services parce que franchement, vous en parlez super bien, cette région. Et je rappelle juste quand même qu'il n'y a pas que Bordeaux, bien sûr. Ah Hein. bah oui. La région est très, très grande. La région JD est très, très grande aussi. Et d'ailleurs, nous allons aller à Biarritz avec toi, Nicole. Ben, je vais te laisser, Nicole, poser Oui. des questions, les tiennes et puis ceux de nos amis en ligne. Ben oui, tout à fait. Ben, bonsoir à tous. Et merci effectivement pour vos commentaires et vos questions qu'on voit effectivement apparaître au fil de Facebook. Et la première, en fait, nous vient d'Olivier Brun qui revient sur votre toute première intervention sur la routine. La routine n'est-elle pas nécessaire, voire indispensable pour donner du rythme et des automatismes? Le rituel, oui. La routine, si c'est mobiliser les gens sur un certain nombre de gestes importants, mais la routine en tant que telle est dangereuse parce que, comme je l'ai expliqué, à force de toujours faire la même chose, on finit par ne plus faire assez attention. Et donc, il faut sécuriser un certain nombre de gestes métiers, il faut sécuriser un certain nombre de choses. Mais ça s'appelle pas la routine, ça s'appelle les rituels, le rythme, comme je l'ai appelé. Pourquoi est-ce que je me méfie de la routine? C'est que chaque fois que j'ai observé des gens enfermés dans la routine, ils perdaient en créativité, ils perdaient en attention, et ça mettait tout le monde en danger. J'irai même plus loin, de façon un peu provocante peut-être, mais on voit bien que les métiers où on enferme quelqu'un qui fait pendant 25 ans la même chose, au même endroit, derrière le même bureau, beaucoup de gens flétrissent, malheureusement, d'enfermer ça. Mais je reconnaîtrai aussi que pour certaines personnes, pour plein de raisons, il faut cette forme de sécurité. C'est pas la majorité de la population, mais ça existe. Et donc, il faut pouvoir proposer à ces personnes-là des postes de travail qui ne les mettront pas en stress. Mais ça ne doit pas être la clé de fonctionnement de l'entreprise, parce qu'une entreprise qui s'enferme dans cette vision, on dit souvent sortir de sa zone de confort, etc., elle risque fort de ne pas être assez agile, comme on dit aujourd'hui, ou assez réactive, et donc de s'enfermer petit à petit, et de ne pas voir que des choses bougent tout autour d'elle, et qu'elle doit, elle aussi, bouger. Très bien, merci. Une autre question de Virginie du CJD Land. Comment donner un cap à nos équipes, justement, alors que nous sommes en pleine incertitude? C'est justement tout l'intérêt d'être dans l'incertitude. C'est que la seule façon de mobiliser, c'est surtout pas de promettre un cap. Il n'y en a pas. On ne sait pas ce qui va arriver. Et donc, comme je l'ai dit pendant mon intervention, c'est les mobiliser ici et maintenant sur tout ce que l'on peut faire. En disant, voilà, là pour l'instant, on est dans la tempête, il faut qu'on survive, parce que si on ne survit pas, il n'y aura pas de chemin possible après. Et donc, concentrons-nous sur tout ce qu'on peut faire ici et maintenant. Ensuite, si vous me demandez de quoi sera fait demain, j'en sais rien. Et il faut avoir le courage de dire j'en sais rien. Ce qu'on sait, c'est que là, on va passer la tempête en surendettant nos pays, comme ça a toujours été le cas après les guerres. Et donc, on prend pour 30 ans de dettes qu'il va falloir petit à petit rembourser. Et donc, il va falloir qu'on soit très inventif. Il va falloir des plans Marshall. Si vous regardez ce qui se passe après toutes les guerres, on relance des choses. Moi, j'ai entendu des choses très positives tout à l'heure quand Anne nous invitait à surtout oser sortir de cette crise en relevant les vrais défis. Pas ceux de revenir au monde d'avant, mais de rentrer dans le monde qui est là. Comment on va cesser de polluer la planète?
comment on va trouver des circuits courts permettant à tout le monde de vivre dignement de son travail. Comment on va réinventer tout ce qui était posé par-ci, par-là, pas de façon naïve, pas de façon, je ne sais quoi, évangélique, là. Non, non, concrètement. Et donc, ça veut dire, est-ce que je suis prêt à imaginer que je vais changer mes modes de consommation, mes modes de transport, je vais moins voyager, je vais trouver plus de frugalité. Tout ça, c'est devant nous. Mais ça, c'est après la tempête. Pour l'instant, il faut sortir vivant de la tempête. Et donc, pendant la tempête, ça serait très dangereux d'essayer de chercher trop loin derrière. Je terminerai en disant, chez nous, les militaires, on a 3 niveaux de regard et de décision. On appelle ça le niveau tactique, le niveau opérationnel et le niveau stratégique. Le tactique, c'est le soldat, le marin qui est là, à son poste de travail et qui doit faire ce qu'il a à faire et se concentrer sur ce qu'il a à faire. Et s'il fait mal ce qu'il a à faire, toute l'organisation va être en danger. Une organisation n'a la force que de son maillon le plus faible. Un maillon casse et il n'y a plus d'organisation. Tout est désorganisé. Et donc chaque maillon compte. Chacun doit bien faire ce qu'il a à faire. Et en le concentrant sur ce qu'il a à faire, on lui rend un grand service, on évite qu'il ait peur, etc. Je l'ai dit tout à l'heure. Le niveau opérationnel, c'est la capacité de faire travailler ensemble, chacun à son poste, de coordonner, de mettre en place une supply chain, voilà, c'est l'organisation du travail au sens large. Ça, c'est opérationnel. Et puis le niveau stratégique, c'est se dire, quand on va en sortir, on commencera par quoi? Le dirigeant, il doit être capable d'être stratège, donc de réfléchir en s'entourant de gens qui vont l'aider à ça, mais aussi de venir dans l'opérationnel de temps en temps, et encore plus dans le tactique régulièrement, pour rassurer et montrer qu'il est là et qu'il accompagne. Il ne doit pas se substituer au tactique, ni à l'opérationnel, mais il ne peut pas rester que dans le stratégique. Et s'il parle de stratégique au mauvais moment, les gens vont le regarder en disant « il est frappadingue ». Et donc, dans la crise, ne cherchez pas à donner un cap. Par contre, travaillez-le. Mais travaillez-le avec une équipe que vous avez choisie et consolidée, et allez voir sur le terrain de temps en temps comment ça se passe pour renforcer votre vision stratégique de ce que le terrain peut faire. Et c'est rapprocher la tête et les jambes, faire cet aller-retour entre Sirius et la pâquerette, comme je dis, et c'est ce qui est exigeant pour un dirigeant. Et donc un dirigeant dans la crise, il a toujours envie de savoir le coup d'après, mais il faut qu'il ait le courage de préparer le coup d'après sans stresser ses équipes avec le coup d'après, mais au contraire en les concentrant là, ici et maintenant. Je reviens à ce que je vous disais sur le temps tout à l'heure. Alors, c'est vrai que vous dites… Nicole, Oui. pardon, on va juste faire, allez, peut-être 2 dernières questions, parce que le temps file et l'heure de l'apéro, c'est quand même super sacré. 2 questions, on va faire. D'accord. Alors, juste une petite précision par rapport à ce que vous dites. Vous dites se concentrer sur le ici et maintenant, que effectivement, que chacun doit se concentrer sur ses tâches, mais certaines entreprises sont à l'arrêt total. Comment ça se passe et comment communiquer avec ces équipes? Alors ça, c'est effectivement la situation extrême. Alors comment? D'abord, c'est surtout garder le lien avec les équipes, donc continuer le dialogue avec elles, prendre de leurs nouvelles, voilà, et puis partager avec elles. J'imagine que les patrons qui sont dans ceux que je connais et que j'accompagne, qui sont dans ces situations-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont d'abord chercher des financements, donc ils regardent comment ils peuvent avoir accès auprès de l'État, comment ils peuvent discuter avec des banquiers, comment ils peuvent reporter des loyers, des charges. Tout ça, ils le font. Et il faut surtout pas laisser les équipes en dehors de ça. Et donc, c'est régulièrement faire des points de situation avec les équipes en disant, ben voilà, on a fait 0 chiffre d'affaires. Pour l'instant, on a sécurisé la trésor, etc., etc. Et il faut partager. Si on laisse les équipes de côté, quand elles reviendront, elles n'auront pas été informées de tout ce qui a été fait pour garder l'entreprise en vie. Et donc, elles penseront que ça doit repartir comme avant. Et donc, c'est cette logique de je maintiens le contact avec toutes les équipes, je les informe, jusqu'à y compris s'il faut aller, malheureusement, à un moment ou à un autre, vers un redressement judiciaire ou des choses comme ça, parce que ça va arriver forcément. C'est pas en cachant les choses que ça marchera. Et donc, si on veut réembarquer les équipes, il faut leur partager la réalité de la situation. Il faut arrêter de croire qu'ils sont incapables de comprendre. Alors après, vous aurez des postures de certains, peut-être, pour des raisons syndicales, politiques, tout ce qu'on veut, mais partez du principe que 80% des collaborateurs auront plutôt envie
que ça redémarre et comprendront, si vous avez partagé avec eux, pourquoi il y a un certain nombre de choix à faire. Alors, beaucoup de questions effectivement sur la communication avec ces équipes, du fait que beaucoup regardent des fake news ou en tout cas sont pas forcément informés positivement. Justement, comment transmettre cet état d'esprit positif à tout le monde et comment en fait, entretenir, on va dire, un état d'esprit optimiste et positif. On n'embarque jamais tout le monde, mais si on embarque 80 à 90%, tout va bien. Il y aura toujours des gens qui, de toute façon, ne voudront pas rentrer dans la dynamique pour plein de raisons qui leur sont propres. Hein. Et il faudra savoir gérer ça calmement. Mais l'important, c'est d'embarquer le plus grand nombre possible. Comment on fait? C'est justement ce que j'ai échangé tout à l'heure dans mon intervention, que je viens d'échanger aussi, c'est plus vous aurez du dialogue, plus vous aurez d'échanges, plus vous donnerez la parole pour que les peurs sortent, plus vous les entendrez, pas seulement les écouter, parce qu'écouter, c'est facile. Entendre, c'est plus compliqué. Entendre, ça veut dire qu'on a non seulement écouté, mais qu'en plus, on va faire quelque chose avec eux pour leur montrer qu'on a bien compris ce qui a été dit. Quitte à ce que ce ne soit pas forcément ce qu'eux attendent d'ailleurs. Hein. Mais le pire, c'est d'avoir le sentiment qu'on n'a pas été entendu. Et donc, pour dire, OK, tu as dit ça, je t'ai entendu, je comprends ce que tu veux dire, on va cheminer tranquillement, mais voilà pourquoi il faut qu'on aille vers là. L'exemple de la rentrée des classes est très intéressante. Parce qu'il y a plein de gens qui critiquent, qui voilà, hein. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à y aller, d'autres qui sont prêts à y aller. Et moi, je trouve très intéressant de regarder comment ça se passe. C'est que tous ceux qui ont dit, OK, il faut qu'on y aille, et donc on nous a laissé une marge de liberté, on va utiliser cette marge de liberté pour voir comment on peut faire, à notre rythme, à notre façon. Et donc, ils se sont responsabilisés et ils vont progresser pas à pas. D'autres qui disent, c'est même pas un rêve et l'État nous ment, etc. Alors ils disent, on veut reporter en septembre. Vous vous rendez compte la psychose que c'est pour un enfant d'être privé de l'école pendant 6 mois, 5 mois? Moi, les enfants que je vois, ils n'ont qu'une envie, c'est de retourner à l'école, revoir les copains, revoir la maîtresse, etc., etc. Et voilà. Rares sont ceux qui veulent rester à la maison. Et donc, il faut trouver les solutions. Il y a ceux qui les trouveront et qui vont y aller progressivement, puis ceux qui vont essayer de bloquer et de ne pas y aller. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, ceux qui vont commencer à montrer que c'est possible, vous vous souvenez de ce que je disais autour des EHPAD, les autres vont se dire, bon, peut-être que, et puis ça va avancer progressivement, pas d'un seul coup. L'erreur, ça serait de vouloir transformer le monde d'un seul coup de baguette magique ou de ramener tout le monde à bord d'un seul coup de baguette magique. Il va falloir construire patiemment, pas à pas, trouver les premiers alliés, commencer les premières navigations, et puis petit à petit, les gens vont se rassurer en voyant que c'est possible, qu'on y arrive. Si par malheur, hélas, la circulation du virus s'accélère. Bon, mais ça veut dire qu'il ne fallait pas déconfiner. Mais là, ça sera un élément objectif qui ramènera à refermer. J'espère de tout cœur que ce ne sera pas le cas, que le respect de ce qui nous est demandé va permettre de passer la vague, les dernières vagues de ce virus, et qu'on va petit à petit retrouver un mode de vie plus agréable. Mais le but, vouloir convaincre tout le monde, c'est pas le bon cap. C'est je convainc les gens petit à petit et je les fais progresser. Merci. Merci Amiral Lajous. Nicole, merci. Je sais que c'est un boulot un peu ingrat, hein, Nicole. Il y a tellement de questions. Il faut choisir. Et il y a quand même un certain horaire à respecter. Et là, on a un petit rendez-vous. On doit faire un petit détour du côté d'Astafort. C'est pittoresque et c'est aquitain, Astafort. On finit bientôt, mais on a une petite surprise. On a notre futur vice-PDN. Alors, dans le jargon, on dit qu'il est dauphin. Bon, en gros, c'est le prochain vice-président national du CJD. Julien Leclerc qui nous a envoyé une petite vidéo. Il est à Stafford et visiblement, c'est un peu le Far West en ce moment, hein, le confinement. J'en dis pas plus, on se retrouve après. Bonsoir à toutes et tous. Je vous dirais bien merci pour ce moment, mais il paraît que c'est déposé. La faute à un bouquin que des centaines de milliers de personnes ont acheté en le posant à l'envers sur le comptoir des libraires. Alors merci pour cette plénière, ça je crois qu'on a encore le droit de le dire. Quand j'ai partagé l'information de cette soirée pour la première fois sur les réseaux sociaux, il y a à peu près une semaine, deux de mes amis proches, qui ne font pas partie du même cercle et qui ne se connaissent pas, m'ont envoyé des SMS très ressemblants. Une soirée sur l'optimisme, alors que des gens meurent,
L'optimisme, c'est pas ce truc qu'on nous sert un peu à toutes les sauces pour éviter que les gens ne se révoltent? Alors, on a l'habitude de prôner au CJD une bienveillance sans complaisance. Là, je sais pas si c'était bienveillant, mais en tout cas, c'était sans complaisance. L'objection s'entend. Est-ce qu'il était indécent d'organiser une soirée sur l'optimisme en cette période de crise sanitaire? Est-ce qu'il est indécent de se poser la question du rebond alors que l'on sait que dans les mois qui viennent, les effets économiques et sociaux de cette crise vont être très vifs? Je crois que les deux ne sont pas antinomiques. Je crois que l'on est en droit de s'interroger sur les ressources que l'on a en nous ou pas pour vivre au mieux l'aujourd'hui et le demain. En fait, je ne crois même pas qu'on en ait le droit, je crois qu'on en a le devoir. Je crois que cette question elle est absolument nécessaire. J'ai l'intime conviction que chercher à s'inspirer soi-même pour inspirer le reste de la société n'est pas manquer de respect à ceux qui souffrent. Je ne sais ni pourquoi ni comment une telle situation a pu se produire. Comme tout le monde, je lis et j'entends beaucoup de choses, beaucoup de théories, plus ou moins fumeuses. J'imagine que l'une d'entre elles ressemble à la vérité. J'ai en tout cas aucune compétence particulière pour en juger. Ce que je sais en revanche, c'est que dans toute crise, il y a des raisons d'espérer, et que celle-ci, aussi unique soit-elle, ne fait pas exception. Nous pouvons en retenir, bien sûr, les milliers de personnes qui n'ont rien écouté et qui ont confondu confinement avec confit de canard. Et si on parlait plutôt des millions qui ont changé de vie en à peine 48 heures, alors que depuis des décennies, on dit que c'est pas possible. Nous pouvons souligner les quelques escrocs qui font du pognon en se servant de la peur pour faire du business. Combien sont-ils, à côté des très nombreux, qui se sont battus pour aider les héros de cette crise? Depuis 2 mois, les signes de résilience sont multiples. Des millions de personnes ont cherché à faire preuve de solidarité, en fabriquant des objets de première nécessité pour les soignants, en cuisinant des gâteaux pour les EHPAD, en écrivant à des personnes âgées qu'elles ne connaissaient pas. Les entreprises n'ont pas été en reste, beaucoup sont transformées pour fabriquer des masques, des surblouses, du gel hydroalcoolique. Si nous devons retenir, à mon sens, une chose de cette période de confinement, c'est cette envie, ce besoin irrépressible d'être ensemble, de vivre ensemble, ce besoin impérieux de maintenir un lien social entre nous, comme le prouve la soirée que nous vivons ensemble maintenant. Ça aussi, c'est un formidable signe de résilience sur lequel on peut construire beaucoup de choses pour demain. Mes 2 amis, bien sûr, m'accuseront de vouloir voir à tout prix le verre à moitié plein, alors qu'il est à moitié vide. Je crois pas. Je crois que j'essaye au contraire de rester très factuel. Et de toute façon, je crois que cette histoire de verre, elle tient pas la route, parce qu'à l'heure qu'il est, on sait très bien comment il va finir le verre. Je voudrais en revanche revenir sur ce qu'a dit Anne en début de cette soirée, en introduction. Contrairement à certains propos entendus la semaine dernière, il est évident qu'opposer économie et responsabilité sociétale n'a aucun sens. Chaque jour, nous nous battons au CJD pour prouver qu'excellence économique et excellence environnementale riment et doivent rimer. Chaque jour, nous travaillerons au national, dans nos régions, dans nos sections locales, pour faire de nos entreprises un formidable lieu d'épanouissement et d'accomplissement de soi. Pour faire en sorte que plus jamais un dirigeant ne se sente seul devant les responsabilités qui sont les siennes, et pour que chaque instant passé dans notre mouvement soit du temps de gagner. Chaque jour, par la formation, par des événements inspirants, par des prises de position assumées, par des commissions de travail, le CJD s'engage pour rappeler que l'économie n'a de sens que si elle est au service d'une cause bien plus grande, au service de l'homme et de la planète. Être dirigeant, c'est se lever chaque matin avec l'envie de faire mieux que la veille. C'est puiser dans notre énergie, dans nos intuitions, dans notre ressenti, dans notre expérience, pour animer et développer cette formidable aventure que l'on appelle entreprise. C'est pas simple. Cela sous-tend un certain nombre de choses. Cela sous-tend notamment suffisamment de confiance en soi pour n'avoir pas peur de se remettre en question. Cela sous-tend suffisamment de rigueur et de rationalité pour croire en Excel plus qu'en n'importe quel autre dieu, mais suffisamment de folie en même temps pour penser que l'on peut transformer le monde. Être dirigeant, c'est croire en demain. Être dirigeant, c'est être optimiste. Et je crois que parfois ça fait du bien, de se rappeler qu'on a des très bonnes raisons de l'être. Vive la République, vive... Pardon. Merci beaucoup pour votre écoute. Prenez soin de vous, à très vite. Ciao. Ciao. Et nous nous retrouvons donc en direct, toujours dans cette e-plénière. Nous sommes à la fin de cette e-conférence
organisé donc le 5e jour du 5e mois de l'année. Il était 5 heures tout à l'heure et vous étiez 555, j'en suis vraiment persuadé. Amiral, si j'osais, on le fait en général assez peu, mais si j'osais vous laisser quasiment le dernier mot, ça peut pas totalement être le dernier, mais ce serait quoi là, par exemple, si vous aviez une carte blanche d'une minute? D'abord, merci à Julien pour le beau message qui vient de passer et que j'applaudis très très fort. Un dernier mot. Les gens qui m'ont le plus marqué et qui m'ont permis de grandir et d'arriver à des postes de très haute responsabilité, c'était des gens qui avaient ce magnifique, euh, cette magnifique qualité qui est l'humour. L'humour comme un subtil mélange d'humilité et d'amour. Humour. Humblement, il se souvenait combien la vie est un don incroyable, fragile, qui peut partir à tout moment. Je ne sais pas combien de secondes ou d'années il me reste à vivre. L'incertitude est au cœur de nos vies. Et donc, il faut du coup, pour ne pas stresser en permanence, tel le capitaine Crochet qui entend le tic-tac de la mort du crocodile, pour ne pas succomber à ça, il faut aimer la vie, aimer les gens, aimer se laisser surprendre par des choses qu'on n'aurait même pas imaginé possibles. Il faut être capable de dire, ne leur dis pas quoi faire ou comment faire, dis-leur, faites-le, et vous serez émerveillés par leur capacité à trouver des solutions. L'humour, humour, humilité, amour. Quand on a cette force en soi, on traverse les tempêtes, on trouve des solutions et on partage avec les autres une énergie de vie extraordinaire qui permet d'entreprendre. Merci Amiral. Et l'humour et l'amour et la solidarité et toutes ces belles valeurs, on les a, et l'énergie, on les a pas mal partagées avec le petit copil qui s'est improvisé pour préparer cette e-plénière. Et là, pareil, le petit copil nous a envoyé une petite vidéo. Et donc, Sylvain, notre réalisateur à Poitiers, va nous lancer la vidéo. Et là, on se retrouve vraiment pour se dire au revoir. Action. Donc vous avez eu droit à Anne qui participait avec nous autres au groupe pour cette e-conférence sur le positif et l'optimisme. On a passé un super moment avec vous. On est très content que vous ayez participé à cette conférence. Je me présente, Jean-Pierre du Centre des jeunes dirigeants, section de Bordeaux. Je suis aussi délégué national Impact Positif au sein du CJD. Et j'ai eu la joie de participer à l'organisation de cette e-conférence avec Géraldine de la section de Agen-Lot-et-Garonne à qui je passe la parole. Bonsoir, donc Géraldine, présidente de la section Agen-Lot-et-Garonne, comme l'a dit mon parrain Jean-Pierre Bouchillou. Je le remercie dès le départ parce que c'est lui qui a eu l'idée de nous faire participer à cette e-conférence. Il a trouvé le thème et l'énergie pour nous fédérer. Donc j'espère que la soirée vous a plu autant qu'à nous et puis qu'on se retrouvera très vite pour d'autres soirées. Au revoir. Je passe la parole à Éloi. Et merci, je reprends la parole au bon. Alors moi, vous m'avez assez vu et donc on voit bien que cette vidéo n'a pas du tout été réalisée aujourd'hui, que je ne suis pas du tout habillé pareil, la fenêtre est ouverte, enfin bref, il y a plein de faux raccords, mais on s'en fiche. J'ai été extrêmement heureux de participer à ce petit groupe de préparation de cette e-plénière. Moi, je suis donc Éloi, section de Bordeaux, section CJD de Bordeaux, et depuis 2018. Donc oui, les jeunes, les tout jeunes JD peuvent complètement faire partie de projets foufou comme celui-ci. Et je passe la parole à Nicole dans le Pays Basque. Nicole. Rebonsoir à tous, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Donc moi c'est Nicole, présidente de la section Pays Basque. Donc je voudrais juste rajouter un petit mot après cette très belle soirée, c'est prenez soin de vous, prenez soin des autres et puis surtout restez positifs. Et je passe la parole à Arnaud de Tarbes. Salut à tous, donc c'est Arnaud, président de la section de Tarbes. Et oui, Tarbes est en Aquitaine parce qu'au CJD, on fait pas comme tout le monde. Donc voilà, j'espère que la soirée vous a plu et que vous avez plein de bons outils pour transformer la contrainte en opportunité. Allez, merci à vous, je vous embrasse. Ciao, ciao, et merci le copil.
l'odyssée de l'optimisme que vous nous avez proposé. Merci Anne, merci à la région de nous avoir proposé cette e-plénière et merci évidemment à tout le COPIL qu'on vient de voir. On voit évidemment une bonne dynamique, une bonne énergie et ça c'était vraiment top. Juste un petit message à caractère informatif. Il en faut bien un. Nous proposons aux membres de l'association de se retrouver juste après pour un petit moment. C'est le petit moment associatif. Vous ratez rien les autres. Franchement, c'est un petit moment, quoi, un petit moment de section. Vous avez dû avoir un lien déposé dans le groupe public Aquitaine sur Workplace. Vous cliquez et puis on se retrouve juste après. Et tout le monde, soyez remerciés. Merci à tous. Et puis merci Sylvain, merci Pauline qui à distance nous ont permis, malgré les aléas, de slalomer, de surfer la vie et de voguer avec vous, Amiral. À bientôt. Merci, à bientôt. Et belle soirée.